L'influence mentale. William Walker Atkinson. Chapitre 1er. La loi de la vibration. Les érudits de l'histoire trouvent une chaîne continue de référence à l'influence mystérieuse d'un esprit humain sur l'esprit d'autres personnes. Dans les documents les plus anciens, on trouve des traditions et des légendes qui font référence à la croyance générale, selon laquelle il était possible pour un individu d'exercer un pouvoir étrange sur l'esprit d'autres personnes, ceux qui influençaient ces dernières en bien ou en mal. Ce pouvoir pouvait influencer ces derniers en bien ou en mal. Plus encore, l'étudiant trouvera une croyance concomitante selon laquelle certains individus sont dotés d'un certain pouvoir mental qui fait plier même les choses et les circonstances à leur pouvoir. Cette croyance a existé dans le passé obscur de l'histoire de l'homme sur cette planète et a persisté, malgré l'opposition énergique de la science matérielle, jusqu'à aujourd'hui. Le passage du temps n'a pas affecté cette croyance, et à l'aube du XXe siècle, elle a acquis une force et une vitalité nouvelles, parce que ses adeptes ont hardiment pris les devants. Face aux penseurs matérialistes sceptiques, ils ont revendiqué le nom de science pour cette vérité, et ont insisté pour qu'elle soit définitivement retirée de la catégorie des superstitions, de la crédulité et des fantasmes ignorants. Si ce n'était pas pitoyable, il serait amusant de voir la position présomptueuse, complaisante, suffisante et autosatisfaite des penseurs de l'école matérialiste, qui rejettent comme une illusion insensée ce que beaucoup des hommes les plus sages d'une époque révolue ont accepté et enseigné comme étant la vérité. Les « je sais tout » modernes ricaneraient avec mépris des faits dont on sait qu'ils se produisent dans la vie quotidienne de milliers de personnes intelligentes, et que l'expérience de l'humanité a démontré au cours de nombreux siècles, dans tous les pays et dans toutes les races. Le problème réside dans l'hypothèse dogmatique de l'école matérialiste, selon laquelle ce que l'on appelle l'esprit n'est qu'une action particulière du cerveau matériel, et certains auteurs soutiennent même que le cerveau sécrète la pensée, comme le foie sécrète la bile. Ils refusent de voir que l'opération de l'esprit est une manifestation de l'énergie connue sous les noms d'électricité, de magnétisme, de lumière, de chaleur, de gravitation, de cohésion, etc. Comme l'énergie mentale n'enregistre pas les vibrations de ces formes d'énergie inférieure, ils en concluent que l'énergie mentale supérieure n'existe pas. Ayant formulé une théorie qui convient à leur conception matérialiste, ils essaient d'ignorer tous les faits qui ne concordent pas avec leur théorie. S'ils trouvent un fait qui ne cadre pas avec leur théorie étroite, tant pis pour le fait, comme l'a dit un auteur, ils s'empressent de l'ignorer ou de le contester. En vérité, le chercheur n'est pas obligé de recourir à des explications métaphysiques pour expliquer les phénomènes d'influence mentale. Les faits de la science physique eux-mêmes, s'ils sont correctement interprétés, donneront la clé du mystère et indiqueront au chercheur honnête le chemin où il pourra trouver la solution de l'énigme qui le rend si perplexe. Bien que nous sachions que la véritable solution se trouve dans le domaine métaphysique, même la science physique corroborera les faits de sa sœur métaphysique. Et au lieu de contredire cette dernière, elle ira même jusqu'à fournir des faits analogues et des principes de base pour une théorie des faits métaphysiques. L'étudiant verra immédiatement qu'en CE qui concerne la science physique, il doit commencer par le phénomène du transfert de pensée, car dans cette phase du sujet, un principe élémentaire peut être trouvé, qui est en évidence dans beaucoup d'autres formes de phénomènes. Nous avons donné de nombreux exemples de transfert de pensée dans les 2 volumes suivants de cette série, intitulés « Lecture de l'esprit » et « Psychomancie », et il n'est donc pas nécessaire de les répéter ici. Le fait principal est que le transfert de pensée existe et qu'il peut être expliqué sur des bases purement scientifiques, sans avoir recours aux vérités de la pensée métaphysique. Nous savons qu'il s'agit d'une affirmation forte et positive, mais nous savons aussi qu'elle peut être démontrée. Examinons cette partie du sujet. En premier lieu, la science physique enseigne qu'à la base de toutes les formes, de tous les degrés et de toutes les différences apparentes de la matière et de l'énergie, il y a une manifestation d'une certaine énergie élémentaire qui se manifeste par ce que l'on appelle des vibrations. Tout. Ce qui existe dans le monde matériel est en vibration, c'est-à-dire qu'il manifeste toujours un degré élevé de mouvement. Sans vibration, l'univers matériel n'existerait pas. Depuis les corpuscules électroniques qui, selon la science, constituent l'atome, en passant par l'atome et la molécule, jusqu'aux formes les plus complexes de la matière,
La vibration est omniprésente. Et à travers toutes les formes d'énergie, de lumière, de chaleur, d'électricité, de magnétisme et ainsi de suite, la vibration est également toujours présente. En fait, la science physique elle-même enseigne que non seulement la vibration est la force fondamentale qui sous-tend les autres forces et les diverses formes de matière, mais aussi que les différences apparentes entre les diverses formes de matière et aussi entre les diverses formes d'énergie sont causées simplement et uniquement par les différents degrés de vibration manifestés. Tout comme la différence entre la note la plus basse que l'oreille humaine peut distinguer et la note la plus haute que le même organe sensoriel peut distinguer, est simplement une différence entre le taux de vibration, tout comme la différence entre la couleur rouge terne à une extrémité du spectre et le violet à l'autre extrémité, avec les couleurs intermédiaires connues sous le nom d'indigo, de bleu-vert, etc. Tout comme la différence entre le plus grand degré de froid connu par la science et le plus grand degré de chaleur que l'on puisse concevoir, ces grandes différences sont dues uniquement et entièrement aux différents taux de vibration. Il en va de même pour toutes les formes de matière ou de force, qui ne diffèrent que par le taux de vibration. En bref, toutes les choses matérielles et physiques sont simplement des manifestations d'une énergie infinie et éternelle dont toutes les choses procèdent, et leur différence résulte simplement des différents degrés de vibration qui se manifestent en elles. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'une vague philosophie, ni d'une métaphysique éthérée, ni d'un vagabondage spiritualiste, pour citer les auteurs matérialistes. Il s'agit de faits affirmés et admis par les plus grands scientifiques physiques de l'époque, comme une référence à leurs conférences et manuels le démontrera à n'importe qui. Plus encore, tout physicien intelligent vous dira que la science a toutes les raisons de croire qu'il existe de grands champs d'énergie et de force, dont les vibrations sont trop élevées pour que les instruments délicats de la science puissent les enregistrer, mais qui existent néanmoins et produisent des effets. L'autre jour encore, la science a pu capter des rayons X et d'autres formes de radioactivité élevée, et pourtant, ces rayons et ces forces ont toujours existé. Demain, la science mettra au point des instruments capables d'enregistrer des formes d'énergie encore plus élevées. Et il est certain qu'un scientifique mettra au point un instrument capable d'enregistrer les vibrations subtiles de la pensée. Et peut-être qu'avec le temps, quelqu'un perfectionnera cet instrument. Il ne se contentera pas d'enregistrer ces vibrations et ces ondes de pensée, mais, comme le phonographe, il sera capable de reproduire et d'envoyer des vibrations similaires, afin que d'autres puissent ressentir les pensées, tout comme ils entendent aujourd'hui les sons du phonographe. Une telle prédiction n'est pas plus merveilleuse que celle du téléphone, du phonographe, du télégraphe sans fil et d'autres découvertes et inventions il y a 100 ans. Avez-vous jamais pensé qu'il existe des couleurs que l'œil ne peut pas voir, mais que certains instruments enregistrent clairement? En effet, les rayons du soleil qui brûlent le visage et qui sont enregistrés sur la plaque photographique ne sont pas visibles à l'œil. L'œil voit les rayons inférieurs, mais seuls des instruments adaptés sont capables de détecter les rayons supérieurs. L'œil ne voit pas les rayons X lorsqu'ils traversent la pièce, mais la plaque les capte, et leur lumière permet de faire une photographie. Les rayons lumineux visibles par l'œil ne sont que les rayons inférieurs. Les rayons supérieurs sont bien au-delà de la capacité de l'œil à les enregistrer. Et même au-delà de la portée de l'instrument le plus délicat, il y a des rayons et des ondes de lumière d'un taux vibratoire si élevé qu'il défie même son pouvoir d'enregistrement. Saviez-vous qu'il y a des sons que l'oreille humaine ne peut pas entendre, mais que le microphone peut capter et amplifier? L'imagination scientifique rêve d'instruments capables de capter le chant d'insectes ressemblant à des acariens et de l'amplifier jusqu'à ce qu'il soit possible de les distinguer. Il existe des ondes électriques qui peuvent traverser votre corps sans que vous les perceviez et qui sont pourtant assez puissantes pour faire fonctionner des lampes électriques. Écoutez les paroles de certains éminents scientifiques. Le professeur Elisha Gary, célèbre scientifique et enseignant, a déclaré lors d'une conférence « L'idée qu'il existe des ondes sonores qu'aucune oreille humaine ne peut entendre et des ondes de couleur lumineuse qu'aucun œil ne peut voir donne matière à spéculation. L'espace long, sombre et silencieux, entre 40 000 et 400 000 milliards de vibrations par seconde, et l'infini, au-delà de 700 000 milliards de vibrations par seconde, où la lumière cesse, dans l'univers du mouvement permettent de se livrer à la spéculation. Le professeur Williams, écrivain scientifique bien connu, a déclaré
Il n'y a pas de gradation entre les ondulations ou les secousses les plus rapides qui produisent nos sensations sonores et les plus lentes qui donnent lieu à nos sensations de chaleur les plus douces. Il y a entre eux un fossé énorme, assez large pour inclure un autre monde de mouvement, qui s'étend entre notre monde du son et notre monde de la chaleur et de la lumière. Et il n'y a aucune raison de supposer que la matière soit incapable d'une telle activité intermédiaire, ou que cette activité ne puisse pas donner lieu à des sensations intermédiaires, à condition qu'il y ait des organes pour saisir et sensibiliser leurs mouvements. On voit donc que, dans la théorie scientifique des vibrations, on peut trouver beaucoup de place pour une explication scientifique de tout, ce qu'affirment les partisans de la vérité de l'influence mentale, sans quitter le domaine de la science physique et sans envahir le plan de la métaphysique. Et il y a beaucoup d'autres preuves provenant de la même source, que nous pouvons évoquer au fur et à mesure que nous avançons. Il n'y a qu'une seule vérité, qui se manifeste sur tous les plans, spirituel, mental et physique, et dont les manifestations s'accordent et coïncident. Par conséquent, aucun mentaliste n'a à craindre les preuves de la science physique, car chaque plan confirmera les faits et les phénomènes sur les plans inférieurs ou supérieurs. Dans ce petit travail, nous nous limiterons au plan de la science physique, car nous pourrons ainsi rendre le sujet plus clair pour beaucoup que si nous avions essayé d'exprimer l'enseignement en termes métaphysiques. En fin de compte, il n'y a pas de contradiction. Chaque partie de la vérité doit s'accorder avec toutes les autres, car elles sont toutes des parties du tout. Chapitre 2. Les vagues de la pensée. Dans notre dernier chapitre, nous avons vu que la vibration est à la base de toutes les manifestations d'énergie et de toutes les formes de matière. Nous avons également cité deux éminents scientifiques dont les propos ont montré qu'il existait des champs d'énergie vibratoire, inoccupés par toute forme d'énergie connue. Il s'ensuit que, puisqu'il n'y a pas de lacunes dans les processus de la nature, ces champs inconnus doivent être occupés par certaines formes d'énergie qui ne sont pas encore connues de la science physique. Les enseignements des occultistes de tous les pays et de tous les âges, ainsi que ceux de la science mentale moderne, sont que l'esprit, dans sa manifestation de la pensée dans le cerveau, génère une forme d'énergie d'une vibration intensément élevée, que cette énergie peut être, et est, projetée en ondes vibratoires à partir du cerveau d'autres personnes, dans son champ d'influence. Tous les spécialistes de l'influence mentale ont noté l'étroite ressemblance qui se manifeste entre les phénomènes de l'énergie électrique et magnétique d'une part, et les phénomènes de l'énergie mentale d'autre part. L'analogie est si étroite que l'on peut prendre les faits prouvés de la science concernant les phénomènes électriques et magnétiques et procéder en toute confiance avec la certitude de trouver une correspondance étonnamment étroite dans le domaine des phénomènes mentaux. La reconnaissance de CE fait aide les travailleurs du domaine mental à regrouper les divers phénomènes qui parviennent à leur connaissance et à élaborer la théorie et la pratique de l'influence mentale. En premier lieu, il est maintenant bien connu et accepté par les chercheurs que la génération de la pensée et la manifestation des états mentaux provoquent une combustion de la matière cérébrale et la production conséquente d'une forme d'énergie d'une grande puissance vibratoire. Les physiologistes reconnaissent ce fait et les manuels s'y réfèrent. Des expériences ont montré que la température du cerveau augmente en fonction de l'intensité du sentiment et de la pensée, et qu'il y a indubitablement une production d'énergie et une consommation de matière cérébrale qui ressemble beaucoup au processus de production d'énergie électrique. Ceci étant admis, il s'ensuit que cette énergie, une fois libérée, doit être émanée ou envoyée hors du cerveau, d'une manière similaire à l'émanation d'autres formes d'énergie connues, c'est-à-dire sous forme d'ondes de force vibratoire. La lumière et la chaleur voyagent de cette manière, tout comme l'électricité et le magnétisme, ainsi que les forces de la radioactivité. Et les chercheurs de l'influence mentale ont montré par leurs expériences qu'il y a induction de la pensée, et beaucoup d'autres phases de manifestations similaires à celles de l'électricité et du magnétisme. Flammarion, le célèbre et éminent savant français, a dit à ce sujet: « Nous résumons donc nos observations précédentes en concluant qu'un esprit peut agir à distance sur un autre, sans le médium habituel des mots, ou de tout autre moyen visible de communication. Il nous semble tout à fait déraisonnable, si nous acceptons les faits, de rejeter cette conclusion. Cette conclusion sera abondamment démontrée. Il n'y a rien de non scientifique ou de romantique à admettre qu'une idée peut influencer un cerveau à distance. L'action d'un être humain sur un autre à distance est un fait scientifique,
aussi certain que l'existence de Paris, de Napoléon, de l'oxygène ou de Sirius. La même autorité affirme également « Il ne fait aucun doute que notre force physique crée un mouvement dans l'éther, ou qu'elle se transmet à distance, comme tous les mouvements dans l'éther. Il devient perceptible au cerveau en harmonie avec le nôtre. La transformation d'une action psychique en mouvement éthérique, et vice-versa, peut être analogue à ceux qui se passent dans un téléphone, où la plaque réceptrice, identique à la plaque de l'autre bout, reconstitue le mouvement sonore transmis, non par le son, mais par l'électricité. Mais il ne s'agit là que de comparaison. Lorsqu'une pensée ou un sentiment est généré dans l'esprit ou le cerveau d'une personne, l'énergie générée s'écoule du cerveau de la personne sous forme d'ondes d'énergie mentale, se propageant du voisinage immédiat du penseur à une distance proportionnelle à la force de la pensée ou du sentiment. Ces ondes mentales ont la propriété d'éveiller des vibrations similaires dans l'esprit d'autres personnes qui entrent dans leur champ de force, selon les lois de l'influence mentale, une loi qui sera expliquée dans le chapitre suivant. Au fur et à mesure que nous avancerons dans notre étude du sujet de l'influence mentale, nous verrons dans les chapitres suivants les formes nombreuses et variées de manifestation des ondes de pensée. Pour l'instant, nous nous limiterons à une étude générale des phénomènes. Les ondes de pensée se manifestent sous différentes formes et phases. Certaines sont des ondes émanant de l'esprit de tous les penseurs, inconsciemment et sans but, et généralement sans grande force. D'autres sont envoyées avec une grande force et voyagent loin, manifestant un degré d'influence proportionnel à la force avec laquelle elles sont projetées. D'autres sont dirigées délibérément vers certaines personnes ou certains lieux et se déplacent rapidement en ligne droite, jusqu'au point vers lequel elles sont dirigées ou visées. D'autres sont envoyées avec beaucoup de force et de puissance, mais au lieu d'être dirigées vers une personne ou un lieu particulier, elles sont conçues pour balayer autour d'elles dans de grands tourbillons d'énergie, affectant tous ceux qui se trouvent dans leur champ de force. Vous comprendrez facilement qu'il y a une grande différence entre les ondes de pensée envoyées de manière oisive et inconsciente, sans connaissance des lois sous-jacentes de l'influence mentale, et celles qui sont projetées en pleine connaissance des lois régissant les phénomènes, et qui sont poussées et dirigées par la puissante volonté de l'expéditeur. La force est la même, mais le degré de sa puissance et la mesure de ses effets sont déterminés par les conditions de sa force émettrice. La force vibratoire de ces pensées ne cesse pas avec l'envoi de l'onde, mais persiste longtemps après. Tout comme la chaleur dans une pièce persiste longtemps après que le feu de la cuisinière a été éteint, tout comme le parfum d'une fleur existe dans une pièce longtemps après que la fleur a été enlevée, tout comme un rayon de lumière voyage dans l'espace pendant des millions de kilomètres, et pendant des siècles après que l'étoile elle-même a été effacée de l'existence. De la même manière, chaque forme d'énergie vibratoire persiste à se manifester après que l'impulsion initiale a été retirée. Les vibrations de la pensée se poursuivent longtemps après la pensée. Oui, longtemps après que le cerveau qui les a émises soit devenu poussière. Aujourd'hui, de nombreux endroits sont remplis des vibrations de la pensée, provenant d'esprits qui ont depuis longtemps quitté le corps. Il y a de nombreux endroits remplis des fortes vibrations des tragédies qui s'y sont déroulées il y a longtemps. Chaque lieu a sa propre atmosphère, issue des vibrations mentales mises en mouvement par les différentes personnes qui l'ont habité ou occupé. Chaque ville a sa propre atmosphère mentale, qui a un effet sur les personnes qui s'y déplacent. Certaines sont animées, d'autres ennuyeuses, certaines progressistes, d'autres démodées, certaines morales, d'autres immorales. C'est le résultat du caractère des premiers colons et des esprits dominants des lieux. L'atmosphère affecte les personnes qui s'installent dans ces villes, et soit s'abaisse au niveau général, soit, si elle est suffisamment forte, contribue à changer le ton mental de l'endroit. Parfois, un changement de conditions entraîne un afflux important de nouvelles personnes dans la ville, et les ondes mentales des nouveaux arrivants tendent à provoquer un changement notable dans l'atmosphère mentale locale. Ces faits ont été notés par de nombreux observateurs qui, peut-être, ne connaissaient pas les lois et les principes qui sous-tendent ces phénomènes. Beaucoup ont, bien sûr, remarqué l'atmosphère différente des magasins, des bureaux et autres lieux d'affaires. Certains de ces lieux dégagent un air de sécurité et de confiance. D'autres créent un sentiment de suspicion et de méfiance. D'autres encore donnent l'impression d'une gestion active et vigilante. Vous êtes-vous jamais arrêté pour penser que ces différentes atmosphères sont causées par les attitudes mentales dominantes des gestionnaires de ces lieux? Les chefs d'entreprise
émettent leurs propres ondes de pensée, et leurs employés se mettent naturellement au rythme qui leur est imposé, en envoyant des vibrations similaires. En peu de temps, l'ensemble du lieu vibre à une certaine échelle. Si vous changez de direction, vous verrez que le changement ne tardera pas à se manifester. Avez-vous déjà remarqué l'atmosphère mentale des maisons que vous avez visitées? Vous pouvez expérimenter et reconnaître toutes les notes variables de l'échelle mentale de leurs occupants. À partir de certains seuils, l'harmonie se manifeste, tandis que dans d'autres, vous respirez l'harmonie en franchissant le seuil. Certains dégagent une chaleur mentale, tandis que d'autres semblent aussi froids qu'un iceberg. Réfléchissez un instant et rappelez-vous les différentes maisons ou lieux que vous visitez et observez comment les vibrations mentales des occupants se manifestent aux visiteurs. Les taudis de nos villes, les antres du vice et les repères de la dissipation vibrent avec le caractère des pensées et des sentiments de ceux qui les habitent. C'est ainsi que le visiteur peu courageux est tenté. De même, certains lieux sont remplis de vibrations fortes, utiles et édifiantes, qui tendent à élever ceux qui entrent dans leur cercle d'influence. Les pensées et les sentiments sont contagieux, en vertu de la loi de la vibration et de l'induction mentale. Lorsque cette loi est comprise, l'individu est en mesure de se protéger et de s'améliorer. Cette connaissance apporte la force. Chapitre 3. L'induction mentale. Comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, le phénomène de l'influence mentale présente une analogie frappante avec celui de l'énergie électrique ou magnétique. Ceci est vrai non seulement dans la phase de mouvement et de transmission des ondes, mais aussi dans la phase d'induction, comme nous le verrons plus loin. En sciences physiques, le terme d'induction est utilisé pour indiquer la qualité d'une manifestation d'énergie qui tend à reproduire dans un second objet les vibrations qui se manifestent dans le premier, sans contact direct entre les deux corps. Un aimant induira le magnétisme dans un autre objet éloigné de son espace. Un objet électrifié tendra à produire des vibrations similaires dans un autre objet par induction, à travers de grands espaces. Les ondes de chaleur voyagent le long de l'éther et tendent à produire des vibrations de chaleur dans des objets éloignés, ce qui est très visible dans le cas du Soleil et de la Terre. Même les ondes sonores affectent d'autres objets de cette manière, comme dans le cas bien connu du cristal ou du vase qui chante, en réponse à la note de musique émise au loin. En fait, nous voyons et entendons par des processus similaires à ceux décrits. Ainsi, les ondes de pensée transportent les vibrations de l'esprit, les envoyant sur de grandes distances ou moins, tendant à créer des vibrations similaires au milieu d'autres personnes, qui se trouvent dans leur champ de force. Ainsi, une personne qui ressent une forte colère émettra des ondes de ce degré de vibration mentale qui, lorsqu'elles entreront en contact avec le cerveau d'autres personnes, auront tendance à susciter des sentiments ou des émotions similaires. Par conséquent, la personne se sentira en colère, grincheuse, ou manifestera un état d'esprit de colère similaire. Nous savons tous combien il est facile de déclencher une bagarre lorsqu'une personne très en colère dans une pièce émet des vibrations violentes. Il suffit de regarder les CA de violence collective pour voir à quel point la contagion de la haine et de la colère se propage facilement entre les personnes qui se laissent influencer. Et cela se produit non seulement avec les émotions et les sentiments indésirables, mais aussi avec les émotions et les sentiments désirables. L'influence d'un homme bon, qui se trouve être mentalement fort, se répand parmi ceux qui l'entourent, les influençant pour le bien. Les orateurs, les acteurs, les prédicateurs et les enseignants émettent de puissants courants intérieurs qui tendent à produire chez leurs auditeurs des conditions mentales correspondant aux sentiments entretenus par l'esprit de l'orateur. Lorsque vous vous souvenez de la manière dont cet orateur a influencé vos sentiments, ou dont cet acteur vous a fait pleurer de pitié, trembler de peur ou rire de joie, vous voyez comment fonctionne l'induction mentale. Mais cela n'est pas seulement vrai lorsque nous sommes en présence de la personne qui émet les ondes de pensée, mais il est tout aussi vrai que nous sommes influencés par des personnes très éloignées de nous dans l'espace, souvent sans qu'elles le sachent ou le veuillent, mais parfois, dans le CA de la personne qui comprend le mieux le principe, en toute connaissance de cause et avec l'intention de le faire. L'éther dont l'espace est rempli transporte ces ondes de pensée dans toutes les directions, et la surface de la Terre, en particulier dans les parties densément occupées, est remplie de ces ondes. Ces ondes, qui transportent les vibrations mentales en contact les unes avec les autres, ont tendance à se combiner d'une part, ou à se neutraliser d'autre part.
Autrement dit, si deux séries d'ondes de même nature se rencontrent, il est probable qu'une combinaison se formera entre elles, tout comme entre deux substances chimiques qui ont une affinité l'une pour l'autre. C'est ainsi que se forme l'atmosphère mentale de tous les lieux, villes, maisons, etc. En revanche, si des courants de vibrations opposés entrent en contact l'un avec l'autre, un conflit se manifestera entre les deux, chacun perdant en proportion de sa faiblesse, et le résultat sera soit une neutralisation des deux, soit une combinaison, qui aura des vibrations d'un type moyen. Par exemple, si deux courants d'énergie mentale se rencontrent, l'un étant une pensée d'amour et l'autre de haine, ils se neutraliseront s'ils sont égaux, et si l'un est plus fort que l'autre, il persistera, mais dépouillé d'une grande partie de sa force. Sans cet effet de neutralisation, nous serions largement à la merci des courants de pensée errants. La nature nous protège ainsi et nous immunise en grande partie. Cependant, ces vagues nous affectent considérablement, à moins que nous n'ayons appris à les rejeter, grâce à la connaissance des lois et à leur application pratique. Nous savons tous que de grandes vagues de sentiments déferlent sur une ville ou un pays et déséquilibrent les gens. De grandes vagues d'enthousiasme politique, d'esprit belliqueux, de préjugés pour ou contre certaines personnes ou groupes de personnes, déferlent sur les lieux et poussent les hommes à agir d'une manière qu'ils regretteront plus tard, lorsqu'ils reprendront leurs esprits et considéreront leurs actes avec sang-froid. Des démagogues les influenceront, ou des leaders magnétiques qui veulent gagner leur vote ou leur patronage, et ils seront conduits à des actes de violence collective ou à des atrocités similaires, en cédant à ces vagues de pensée contagieuses. D'autre part, nous savons tous comment de grandes vagues de sentiments religieux balaient une communauté à l'occasion d'une grande excitation ou ferveur d'un réveil. L'effet de ces vagues de pensée, en ce qui concerne le pouvoir d'induction, dépend matériellement de la force de la pensée ou du sentiment qui se manifeste dans l'esprit qui les émet. La plupart des gens mettent peu de force dans les manifestations mentales, mais il y a ici et là un penseur dont les ondes de pensée sont pratiquement un courant vivant de volonté. Et cela, bien sûr, a un effet inductif très fort sur l'esprit des autres personnes avec lesquelles les ondes entrent en contact. Mais il s'ensuit également que plusieurs personnes pensant de la même manière produiront un grand volume de puissance en combinant leurs courants de pensée en de grands courants de force mentale. D'autre part, il y a une autre caractéristique du cas qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est l'attraction entre les esprits, en vertu de laquelle on attire à soi les ondes de pensée d'autres personnes dont les pensées s'accordent avec les siennes. Le contraire est vrai, car il y a répulsion entre les esprits des personnes et les ondes de pensée des autres dont les pensées ne s'accordent pas avec les vôtres. Quelque chose qui se produit également entre l'esprit des gens et les ondes de pensée des autres, qui sont antagonistes à leurs pensées. Une expression banale et galvaudée peut être citée pour illustrer cette vérité. Ceux qui se ressemblent s'assemblent, et les oiseaux d'une même famille s'assemblent. Cette merveilleuse loi d'attraction et de répulsion de l'énergie mentale est continuellement à l'œuvre. Les personnes qui permettent à leurs pensées de suivre certaines lignes et à leurs sentiments de s'exprimer de certaines manières attirent à elles les ondes de pensée et les influences mentales d'autres personnes qui ont la même note mentale. De même, ils repoussent les ondes et les influences de nature opposée. Il est important de se rappeler ce fait dans la vie quotidienne. Le bien attire le bien et repousse le mal. Le mal attire le mal et repousse le bien. L'attitude mentale prédominante sert à attirer les influences similaires et à repousser les influences opposées. Veillez donc attentivement au caractère et à la nature de vos pensées. Cultivez ce qui est souhaitable et réprimez ce qui ne l'est pas. En vérité, un homme est tel qu'il pense dans son cœur. Certaines ondes de pensée, émises avec peu de force, se déplacent lentement et ne s'éloignent pas de leur lieu d'émission, mais dérivent comme de la fumée ou du brouillard, paresseusement et en cédant. D'autres pensées, chargées d'une plus grande intensité de désir ou de volonté, jaillissent vigoureusement comme une étincelle électrique et parcourent souvent de grandes distances. Les ondes de pensée faibles ne durent pas longtemps, elles s'évanouissent et sont neutralisées ou dissipées par des forces plus puissantes. En revanche, les pensées fortes persistent longtemps et conservent une grande partie de leur vitalité et de leur énergie. De même, les ondes de pensée d'une personne continueront à vibrer autour d'elle où qu'elle aille,
et ceux qui entreront en contact avec elles seront ainsi impressionnés par le caractère de ces vibrations. Il y a des hommes qui émettent ainsi des vibrations lugubres. Certains hommes émettent des vibrations lugubres que l'on ressent à leur contact. D'autres rayonnent la bonne humeur, le courage et le bonheur, conditions qu'ils induisent chez ceux avec qui ils entrent en contact. De nombreuses personnes manifestent ces qualités avec une telle force qu'on en remarque l'effet dès qu'elles entrent dans une pièce. Elles emportent avec elles leur atmosphère, qui se répercute dans l'esprit des personnes qui les entourent. De même, certaines personnes transportent avec elles des vibrations de volonté et de maîtrise, qui frappent l'esprit des autres, leur faisant sentir le pouvoir de ces personnes, conquérant leur propre volonté et changeant leurs désirs. D'autres manifestent un pouvoir de fascination ou d'attraction tout aussi puissant, qui tend à attirer les autres vers eux et vers leurs désirs et souhaits. Ce principe opère non seulement dans la phase des atmosphères mentales générales, mais aussi dans la phase de l'influence personnelle directe. Toutes les formes d'influence mentale fonctionnent selon les lignes de l'induction mentale, telle qu'elle est décrite ici. Le principe est le même dans tous les CA et toutes les instances, bien que la manière d'opérer varie selon la phase particulière des phénomènes manifestés. Rappelez-vous cela au fur et à mesure que nous avançons, et vous serez en mesure de mieux comprendre le sujet. Chapitre 4. La concentration mentale. Les deux principaux facteurs de la manifestation de l'influence mentale, sous toutes ses formes, sont ce que l'on appelle la concentration mentale et l'imagination mentale. Le premier de ces facteurs sera examiné dans ce chapitre, et le chapitre suivant traitera du second. Concentration est un mot dérivé de deux mots latins, con, un préfixe signifiant « à », et centrum, signifiant centre ou point central fixe. Les deux mots combinés signifient, littéralement, amener à un point commun, se concentrer, etc. Ainsi, le mot concentration signifie, littéralement, l'action ou l'état d'amener à un point fixe ou à une focalisation. En empruntant une illustration analogue à la science physique, nous voyons facilement que les formes les plus élevées d'énergie, de force ou de puissance se manifestent en amenant la force à un foyer, un centre ou un point commun, dirigeant ainsi vers ce point toute l'énergie dépensée, au lieu de la laisser se dissiper sur une plus grande surface. L'électricité générée par une batterie ou une dynamo en est un bon exemple. Si on la laisse se diffuser sur une grande surface, elle ne manifeste qu'une faible partie de la puissance qu'on peut en tirer, l'obligeant à se décharger à partir d'un petit point de concentration. Il en est de même de la force de la vapeur, qui manifeste une grande puissance, si on la force à se décharger par un petit point ou une petite ouverture, au lieu de la laisser se répandre largement dans l'air. La même loi s'applique à la poudre à canon, qui manifeste sa force parce que ces gaz sont forcés de s'échapper par le petit canon, au lieu de se répandre dans toutes les directions, ce qu'ils feraient s'ils n'étaient pas confinés. Un autre exemple familier est celui du cristal solaire, ou cristal brûlant, qui amène les rayons du soleil à un point commun ou foyer, intensifiant grandement la chaleur et la lumière, pour cette raison. Les maîtres occultes ont toujours insisté auprès de leurs disciples sur l'importance et la nécessité d'acquérir le pouvoir de concentration mentale, et tous les occultistes formés et développés ont pratiqué et persévéré dans ce sens. En conséquence, certains d'entre eux ont atteint des pouvoirs et une influence mentaux presque miraculeux. Tous les phénomènes occultes sont provoqués de cette manière, et tout le pouvoir occulte en dépend. C'est pourquoi l'étudiant en influence mentale doit consacrer beaucoup de réflexion, de temps et de pratique à cette branche la plus importante du sujet. Tous ceux qui étudient les phénomènes mentaux savent que très peu de personnes possèdent plus qu'un très faible degré de concentration. Ils laissent leur force mentale se disperser et se dissiper dans toutes les directions, et n'en tirent que peu ou pas de résultats. Dans la mesure où un homme est capable de se concentrer, il est capable de manifester son pouvoir mental. Le pouvoir de concentration mentale d'un homme est, dans une large mesure, la mesure de sa grandeur. La concentration mentale, en pratique, consiste à focaliser l'esprit sur un sujet ou un objet donné, avec fermeté et constance. Elle consiste ensuite à la maintenir pendant un certain temps, entièrement concentrée sur son objet, sans se laisser détourner ou attirer par celui-ci. Elle consiste également à séparer l'esprit de ce sujet ou de cet objet et à le laisser se reposer, ou encore à le concentrer sur un autre objet. En d'autres termes, soit il accorde une attention sans partage, soit il inhibe
ou éteint l'attention du sujet ou de l'objet donné. Pour le lecteur qui n'a pas d'expérience dans le domaine de la concentration mentale, il peut sembler très facile de concentrer l'esprit sur un sujet et de l'y maintenir fermement et régulièrement. Mais un peu de pratique détrompera cette personne et lui fera prendre conscience de la difficulté de la tâche. L'esprit est une chose très agitée, et sa tendance est de danser d'une chose à l'autre, d'aller et venir, de se lasser rapidement d'une attention continue, et comme un enfant gâté, de chercher un nouvel objet sur lequel s'exercer. D'autre part, de nombreuses personnes laissent leur esprit s'attarder, involontairement, sur tout ce qui attire leur attention, et oubliant tout le reste, s'abandonnent à l'objet qui attire leur attention pour le moment. Elles négligent souvent des tâches et des intérêts importants, et deviennent des rêveurs au lieu de penseurs stables. Cette concentration involontaire est à éviter, car elle permet à l'attention d'échapper au contrôle de la volonté. La concentration mentale de l'occultiste est une chose très différente, et elle est uniquement sous le contrôle de la volonté, appliquée quand c'est souhaitable, et retirée ou inhibée quand ce n'est pas souhaitable. L'occultiste entraîné se concentrera sur un sujet ou un objet avec une intensité merveilleuse, apparemment absorbé par le sujet ou l'objet devant lui, et oublieux de tout le reste du monde. Et pourtant, une fois la tâche accomplie ou le temps imparti écoulé, il détachera son esprit de l'objet et sera parfaitement frais, vigilant et éveillé pour la prochaine affaire qui l'attend. Il y a une différence entre le fait d'être contrôlé par une attention involontaire, qui est une sorte d'auto-hypnotisme, et le contrôle de l'attention, qui est un test de maîtrise. Le secret de la concentration mentale réside dans le contrôle de l'attention, et le contrôle de l'attention réside dans l'exercice de la volonté. Un célèbre psychologue français a dit avec justesse « L'autorité est soumise à l'autorité supérieure de l'ego. Je la cède ou la refuse à volonté. Je la dirige tour à tour sur plusieurs points. Je la concentre sur chaque point tant que ma volonté peut en supporter l'effort. » Sully dit « L'attention peut être grossièrement définie comme l'autodirection active de l'esprit vers n'importe quel objet présent à ce moment-là. » Toutes les autorités occultes commencent par enseigner à leurs élèves que l'attention est le premier pas vers la concentration mentale. Elles demandent à l'élève d'examiner un objet familier et de s'efforcer d'y voir le plus de détails possible. Puis, après avoir écouté le rapport de l'élève, le professeur le renvoie à sa tâche en lui demandant de rechercher de nouveaux détails, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'élève découvre enfin tout ce qu'il est possible de découvrir sur l'objet. Le jour suivant, il reçoit un nouvel objet, et le processus est répété. On lui donne d'abord des objets simples, puis des objets plus complexes, jusqu'à ce qu'il maîtrise avec aisance des objets d'une grande complexité. De cette façon, non seulement le pouvoir d'observation est développé, mais la faculté d'attention est tellement renforcée que l'élève est capable d'exercer la plus grande concentration mentale sans presque se rendre compte de l'effort. Une telle personne devient alors un géant dans la manifestation de l'influence mentale, car il est capable de modeler son esprit en un seul point, comme le décrivent les orientaux, jusqu'à ce qu'il ait focalisé et dirigé un puissant degré d'influence mentale vers l'objet désiré. Parmi les pratiques que les maîtres occultes imposent à leurs élèves, on peut citer les mathématiques, le dessin, l'analyse, etc. Vous comprendrez aisément pourquoi. Tout d'abord, les mathématiques requièrent toute l'attention de l'élève. S'il ne se concentre pas sur ces exemples, il ne pourra pas les résoudre. Et conformément au principe naturel selon lequel la pratique perfectionne et que l'exercice développe la puissance, la pratique de l'esprit dans des domaines exigeant une attention volontaire et une concentration mentale aboutira inévitablement à l'acquisition d'un contrôle et d'une puissance mentaux, ce qui rend possible la manifestation la plus forte de l'influence mentale. La personne qui utilise l'influence mentale doit certainement posséder la faculté de concentrer la force vers un point commun afin de manifester la plus grande quantité de pouvoir et d'influence. Et cette faculté de focalisation résulte de l'entraînement de l'esprit selon la ligne de la concentration. Et la concentration naît de la maîtrise de l'attention volontaire. Voilà qui résume bien la situation. La première étape de l'acquisition de l'influence mentale doit donc consister à cultiver l'attention volontaire. Nous pourrions remplir des pages et des pages d'exercices destinés à renforcer la faculté d'attention volontaire, mais à quoi cela servirait-il? Le mieux est de se mettre au travail pour trouver quelque chose sur lequel se concentrer,
car la recherche elle-même développera l'attention. Cherchez autour de vous un objet à étudier en détail. Concentrez votre attention sur cet objet jusqu'à ce que vous ayez vu tout, ce qu'il y a à voir, puis prenez un autre objet et continuez la pratique. Prenez une page, si vous le souhaitez, et comptez le nombre de mots qu'elle contient. Ensuite, remarquez combien de mots il faut pour remplir chaque ligne, en moyenne, puis regardez combien de lettres il y a dans chaque mot, dans chaque ligne, sur toute la page. Ensuite, parcourez la page et vérifiez s'il y a des mots mal orthographiés, des lettres imparfaites, etc. Bref, familiarisez-vous avec cette page, jusqu'à ce que vous sachiez tout ce qu'elle contient. Ensuite, prenez une autre page, et après l'avoir étudiée de la même manière, comparez-les, et ainsi de suite. Bien entendu, cet exercice sera très aride et fastidieux si vous ne vous y intéressez pas. Le fait de se souvenir de l'objectif de l'exercice peut éveiller cet intérêt. Après avoir pratiqué de cette manière, pendant une courte période chaque jour, vous commencerez à remarquer que vous êtes déjà capable d'accorder une plus grande attention aux objets sur lesquels vous essayez de manifester une influence mentale. Vous développez la concentration. C'est le grand secret de l'utilisation de l'influence mentale, et cela explique la différence de sa manifestation parmi les hommes. Réfléchissez-y. Chapitre 5. L'image mentale. Dans notre dernier chapitre, nous avons attiré votre attention sur le premier des deux facteurs principaux de la manifestation de l'influence mentale, à savoir la concentration mentale. Dans le présent chapitre, nous examinerons le second facteur qui rend cette manifestation possible, à savoir l'image mentale. Ce qui est connu en occultisme sous le nom d'image mentale est la création mentale dans l'imagination d'une image de choses, d'événements ou de conditions que l'on souhaite voir se manifester ou se matérialiser dans un effet réel. Un instant de réflexion vous montrera que si vous ne savez pas exactement ce que vous désirez, vous ne pouvez faire aucun pas vers sa réalisation, sur quelque plan de manifestation que ce soit. Et plus vous percevez clairement vos désirs dans votre imagination, plus le travail de réalisation de ce désir sera clair. Une image mentale vous donne un cadre de travail. C'est comme le dessin de l'architecte ou la carte de l'explorateur. Pensez-y quelques instants, jusqu'à ce que l'idée soit bien ancrée dans votre esprit. Et maintenant, la même règle s'applique au plan sur lequel la manifestation de l'influence mentale a lieu. L'occultiste construit d'abord, dans son imagination, une image mentale des conditions qu'il souhaite produire, puis il concentre fortement son influence au lieu de le faire au hasard. C'est le cas de la plupart des gens qui ne comprennent pas les lois et les principes qui sous-tendent les manifestations des forces de l'esprit. L'image mentale donne forme et direction aux forces qui se concentrent sur l'objet ou le sujet désiré. Elle peut être comparée à l'image dans le verre de la lanterne magique, à travers laquelle les rayons focalisés de la lampe passent, avec pour résultat la reproduction d'une image correspondante sur l'écran ou le rideau à l'extérieur. L'analogie est très proche, si l'on se souvient que l'esprit de la plupart des gens est plus ou moins un écran ou un rideau vierge, sur lequel sont reproduites les images produites par les influences extérieures, les suggestions, l'environnement, etc. En effet, très peu de personnes réalisent leur individualité et ne sont que le reflet des pensées et des idées d'autres personnes. Une autorité éminente, Sir Francis Galton, qui fut l'une des plus grandes autorités en matière de psychologie des générations précédentes, a déclaré à ce sujet « L'action libre d'une faculté de visualisation élevée est d'une grande importance en relation avec les processus supérieurs de la pensée généralisée. Une image visuelle est la forme la plus parfaite de représentation mentale, quelle que soit la forme, la position et la relation des objets dans l'espace. Les meilleurs travailleurs sont ceux qui visualisent la totalité de ce qu'ils ont l'intention de faire avant de prendre un outil en main. Les stratèges, les artistes de toutes obédiences, les physiciens qui conçoivent de nouvelles expériences, bref, tous ceux qui ne suivent pas la routine en ont besoin. Une faculté importante dans toutes les professions techniques et artistiques qui donne de l'exactitude à nos perceptions et de la justice à nos généralisations. Elle est affamée par une désuétude paresseuse, au lieu d'être cultivée judicieusement, de telle sorte que, dans l'ensemble, elle donne le meilleur rendement. Je crois qu'une étude sérieuse de la meilleure façon de développer et d'utiliser cette faculté, sans porter préjudice à la pratique de la pensée abstraite dans les symboles,
est l'un des nombreux besoins pressants de la science de l'éducation, qui n'est pas encore formée. Et ce que Galton a dit de la valeur de l'emploi de cette faculté de l'esprit dans les affaires du plan matériel est également vrai des manifestations sur le plan mental. Vous savez que plus l'image mentale que vous possédez de ce que vous voulez est claire, mieux vous savez ce que vous voulez, et mieux vous savez ce que vous voulez, plus vous êtes en mesure de prendre les mesures nécessaires pour l'atteindre. De nombreuses personnes traversent la vie en voulant quelque chose, mais sans vraiment savoir ce qu'elles veulent. Faut-il s'étonner qu'ils ne réalisent pas ou ne concrétisent pas mieux leurs désirs? Il en va de même sur le plan de la manifestation de l'influence mentale. Si quelqu'un souhaite matérialiser quelque chose par le biais de l'influence, n'est-il pas handicapé par l'absence d'une image mentale de ce qu'il souhaite matérialiser, et n'est-il pas grandement aidé par la création d'un modèle ou d'un plan mental, sous la forme d'une image mentale, à travers et autour de laquelle il peut diriger ses flux de pensée? Les occultistes qui manifestent le plus haut degré d'influence mentale acquièrent par la pratique cet art de créer des images mentales de ce qu'ils désirent matérialiser. Ils entraînent leur imagination de cette manière, jusqu'à ce que l'acte même de créer l'image mentale agisse fortement en faveur de la matérialisation ou de l'événement réel, comme existant réellement dans leur esprit, avant qu'ils n'essaient de concentrer leurs ondes de pensée sur la tâche de le réaliser. Une fois l'image mentale achevée, avec un contour solide, ils concentrent leur force mentale à travers elle, comme dans le cas de la lanterne magique, mentionné ci-dessus. L'image est ensuite reproduite sur l'écran de la mentalité d'autres personnes. L'imagination peut être renforcée de nombreuses façons, la principale étant une pratique constante et persistante. La pratique consistant à se rappeler des scènes dont on a été témoin, puis à les décrire à d'autres personnes ou à en dessiner une image approximative, est utile à cet égard. Décrivez aux autres les scènes dont vous avez été témoin, les événements, les détails des apparitions, etc., jusqu'à ce que vous soyez capable de reproduire mentalement les aspects et les apparences des choses. Vous pouvez alors commencer à dessiner mentalement les choses souhaitées, comme si elles étaient dessinées sur l'écran de votre esprit. Voyez mentalement les choses comme si elles se produisaient réellement. Créez votre propre petite maison de jeu, dans votre esprit, et représentez-y les pièces auxquelles vous souhaitez assister dans la vie réelle. Lorsque vous aurez acquis cela, vous pourrez projeter vos images mentales sur l'écran de l'objectivité de la vie réelle, avec beaucoup plus d'effet. En réfléchissant à ce sujet, vous ferez bien de vous souvenir de l'illustration de la lanterne magique, car la figure est bonne et vous permettra de mieux faire passer l'idée dans votre esprit. Vous voyez, en vous donnant cette suggestion, nous vous disons en fait de former une image de la lanterne magique mentale, à l'aide de l'illustration donnée. Vous verrez maintenant combien il est plus facile pour vous d'y penser de cette façon, et combien il est plus facile pour vous de la manifester dans la pratique. Construisez vos images mentales par étapes, en commençant par les grandes lignes, puis en complétant les détails. Commencez toujours par essayer des choses simples et faciles, puis progressez vers des exploits plus complexes et plus difficiles. Et maintenant, à ce stade, je lance un avertissement à tous. Ne laissez pas votre imagination s'emballer. Ne devenez pas un rêveur de rêves et un faiseur de rien. Vous devez maîtriser votre imagination, en faire votre serviteur et non votre maître. Vous devez faire en sorte qu'elle vous obéisse, au lieu de la laisser vous dicter sa conduite. Dans les chapitres suivants, vous verrez le rôle important joué par l'image mentale dans les différentes phases de l'influence mentale. Même si nous ne la désignons pas directement par son nom, vous verrez que l'idée que l'on veut transmettre d'un esprit à un autre, le sentiment, le désir, ou l'état d'esprit que l'on veut transférer, doit et dépend très matériellement de l'image mentale. Cela doit dépendre, et dépend très matériellement, de la force de la chair et de la complétude de l'image mentale dans l'esprit de la personne qui cherche à l'influencer. Le projecteur de l'image mentale de votre lanterne magique mentale sur l'écran de l'esprit des autres. Gardez bien ce principe à l'esprit, afin de voir son fonctionnement dans les différentes formes. Chapitre 6. La fascination. Dans ce chapitre et le suivant, nous vous présenterons des informations concernant l'effet de l'influence mentale qui se manifeste lorsqu'il y a un contact personnel entre les personnes utilisant le pouvoir et la personne affectée. Nous examinerons ensuite l'effet produit lorsque les personnes ne sont pas en contact direct l'une avec l'autre. Il y a 2 formes générales d'utilisation directe de l'influence mentale qui, bien qu'elles se ressemblent,
peuvent être séparées en deux classes. Nous appellerons la première fascination et la seconde hypnotisme. Par fascination, nous entendons la manifestation de l'influence mentale, lorsque les deux personnes sont ensemble, sans passe, ni méthodes hypnotiques habituelles. Par hypnotisme, nous entendons l'utilisation du pouvoir également, lorsque les deux parties sont ensemble, mais accompagnées de passes ou de méthodes hypnotiques. Sous le titre de fascination, nous trouvons les manifestations généralement connues, telles que magnétisme personnel, enchantement, etc. et est assez couramment utilisé, à des degrés divers, par de nombreuses personnes, souvent sans qu'elles aient conscience des principes employés. De nombreuses personnes possèdent le pouvoir de fascination naturellement, sans en avoir étudié ou pratiqué les principes. Beaucoup d'autres, sans posséder ce pouvoir à l'origine, ont acquis, par l'étude et la pratique, le pouvoir d'influencer les gens de cette manière. Car, il faut le savoir, le pouvoir peut être acquis par l'étude et la pratique, comme tout autre pouvoir de l'esprit et du corps. Pour certains, c'est facile, pour d'autres difficile, mais tous peuvent acquérir un grand degré de pouvoir par une étude intelligente et la pratique des principes sous-jacents. La fascination est l'une des plus anciennes formes de manifestation de l'influence mentale. Elle était connue et utilisée par les premières races humaines. On la retrouve même chez les animaux inférieurs qui poursuivent leur proie ou capturent leur partenaire en l'utilisant. Un auteur récent sur le sujet a défini le mot utilisé dans ce contexte comme « agissant sur une influence puissante ou irrésistible, influençant par un charme irrésistible, séduisant, excitant, irrésistiblement ou puissamment, enchanter, captiver ou attirer puissamment, influencer l'imagination, la raison ou la volonté d'une autre personne d'une manière incontrôlable, enchanter, captiver ou séduire, puissamment ou irrésistiblement. » Comme nous venons de le dire, ce pouvoir est observable même chez les animaux inférieurs, dans certains cas. Les naturalistes rapportent des cas où des scorpions ont fasciné d'autres insectes, les faisant tourner en rond, jusqu'à ce que l'insecte plonge, juste à portée de main du scorpion, qui dévorait alors sa proie. Il ne fait aucun doute que les rapaces fascinent leur proie, et des hommes qui ont été en contact avec des tigres sauvages, des lions, etc. ont témoigné qu'ils se sentaient en quelque sorte paralysés. Leurs jambes refusaient d'obéir à leur volonté et leur esprit semblait engourdi et hébété. Ceux qui ont vu une souris en présence d'un chat témoigneront de l'effet d'un certain pouvoir exercé par ce dernier. Les oiseaux en présence d'un chat ou d'un serpent manifestent également les symptômes d'une volonté vaincue. Et les naturalistes citent de nombreux exemples de l'emploi de cette force par les oiseaux, cherchant à captiver et à charmer leurs compagnons au début de la saison. Parmi les hommes, on a observé que certains individus possèdent ce pouvoir dans une large mesure. Certains grands hommes, de l'Antiquité et des temps modernes, étaient tellement imbus de ce pouvoir qu'ils pouvaient diriger leurs partisans presque comme on déplace des automates. Jules César avait développé ce pouvoir dans une large mesure et l'a utilisé depuis sa jeunesse jusqu'à ses derniers jours. Il était vénéré, presque comme un dieu, par ses soldats, qui exécutaient presque n'importe quelle tâche sur son ordre. Napoléon possédait également ce charme à un degré merveilleux. Il lui permettait de contrôler les hommes avec lesquels il entrait en contact et de les plier à sa volonté. Il est passé du statut d'étudiant pauvre à celui d'empereur de France. Après avoir été banni à l'île d'Elbe, il s'est échappé et lorsqu'il a débarqué en France, seul et désarmé, il a fait face au rang de l'armée française qui avait été déployée pour le capturer. S'avançant vers les soldats, il les oblige à déposer leurs armes et à se ranger à ses côtés. Il entre dans Paris à la tête de la grande armée qui avait été envoyée pour le capturer. Il ne s'agit pas d'une légende farfelue, mais d'un sobre fait historique. Et à notre époque, nous voyons comment certains meneurs d'hommes entraînent les gens devant eux et les déplacent comme des pions sur l'échiquier de la vie. Tous les phénomènes décrits ci-dessus relèvent de la fascination et sont le résultat de l'émanation de courants d'ondes de pensées actives provenant de l'esprit d'une personne. Ces courants sont fortement concentrés et dirigés vers ceux que la personne souhaite toucher. La personne forme une pensée forte dans son esprit et l'envoie aux autres, chargée de la force d'une volonté concentrée, afin que l'autre personne la ressente plus fortement et avec plus de force. L'idée fondamentale est de former la pensée, puis de l'envoyer à l'autre personne. Par exemple, si vous voulez qu'une personne vous apprécie,
Vous devez former dans votre esprit cette pensée. Cette personne m'apprécie. Fixez-la dans votre esprit comme un fait. Projetez ensuite la pensée concentrée. Il m'aime bien, il m'aime beaucoup, avec un air d'assurance et de confiance, et l'autre personne en ressentira l'effet. Sauf si vous avez acquis une connaissance du sujet et que vous vous protégez. La pensée doit être prononcée, avec la force qui accompagne généralement une affirmation orale forte, mais vous ne devez pas réellement prononcer les mots à haute voix, vous devez simplement les dire avec force, dans votre esprit. Si vous souhaitez produire un effet ou imposer une force à une autre personne, le même processus peut être utilisé, en changeant la pensée et les vibrations en l'idée que vous avez une volonté plus forte que l'autre personne. Vous pouvez alors être en mesure de vaincre sa volonté, en utilisant le message silencieux suivant. Je suis plus fort que toi, ma volonté l'emporte sur la sienne. Certains agents et vendeurs prospères utilisent la méthode suivante pour atteindre leurs clients. Ils forment la pensée que l'autre personne veut beaucoup de leurs produits et envoient ensuite les ondes de pensée suivantes. Tu veux mes produits, tu les veux beaucoup, tu en as une envie irrésistible, etc. D'autres utilisent ce qui suit lorsqu'ils souhaitent qu'un autre accomplisse leur désir. Tu feras ce que je te dis, tu te soumettras à moi, entièrement et complètement, etc. À partir des exemples ci-dessus, il est facile de voir que l'ensemble du principe utilisé dans chacun de ces cas consiste en la pensée de ce que la personne souhaite que l'autre personne fasse, fermement ancrée dans l'esprit, et la projection de cette pensée à l'autre, silencieusement, sous la forme de mots non prononcés. Vous avez là tout le secret de la fascination, condensé dans un petit espace. Vous comprendrez, bien sûr, que les mots ne sont qu'un moyen de concentrer et de vitaliser la pensée. Les animaux ne ressentent que des désirs, mais ils sont capables de fasciner par leur force, même s'ils ne peuvent pas utiliser de mots. Et une personne peut en fasciner une autre sans comprendre un mot de sa langue, car la véritable force vient de la force du désir qui se cache derrière les mots. La formation du désir ou de la pensée dans les mots n'a pour but que de concentrer et de focaliser la pensée, car les mots sont des symboles concentrés d'idées, de pensées ou de sentiments. Le processus exact d'envoi de l'onde de pensée à une autre personne est difficile à décrire. Vous savez, ce que vous ressentez lorsque vous dites quelque chose de très fort et d'emphatique à une autre personne. Vous pouvez sentir la puissance des mots que vous lancez à l'autre personne. Cultivez donc ce même pouvoir en envoyant le mot non dit, de la manière mentionnée, et vous serez bientôt en mesure de remarquer l'effet de la pensée sur l'autre. Il peut être utile d'imaginer que vous pouvez voir la force voler de vous à l'autre. L'imagination bien utilisée est très utile dans ce domaine, car elle crée un chemin mental sur lequel la force peut voyager. Vous ne devez pas agir maladroitement en envoyant des ondes de pensée, mais converser de manière ordinaire, en envoyant vos ondes de pensée entre vos discours, lorsque l'autre personne vous parle, ou à n'importe quelle pause dans la conversation. Il est toujours bon d'envoyer d'abord une puissante onde de pensée avant d'entamer la conversation, de préférence en s'approchant de la personne. Il est également bon de terminer l'entretien par un coup d'envoi, d'une force considérable. Vous constaterez que ces ondes de pensée sont beaucoup plus puissantes que les mots prononcés, et que vous pouvez ainsi envoyer des impressions que vous ne pourriez pas exprimer avec des mots, pour des raisons évidentes. Et maintenant, vois-tu comment tu as été affecté par des personnes qui t'ont influencé à certains moments de ta vie passée? Maintenant que tu connais le secret, tu seras dans une certaine mesure immunisé contre les nouvelles impressions des autres. Et lorsque vous lirez notre dernier chapitre, intitulé « Autoprotection », vous pourrez vous entourer d'une armure protectrice, à travers laquelle les ondes de pensée ne pourront pas pénétrer, et qui déviera les rayons dirigés vers vous. Chapitre 7. L'influence hypnotique. Comme nous l'avons dit dans la leçon précédente, il y a une similitude générale entre la manifestation de l'influence mentale, connue sous le nom de fascination, et celle connue sous le nom d'influence hypnotique. Dans la manifestation connue sous le nom de fascination, l'influence est exercée uniquement par des ondes de pensée passant d'un esprit à l'autre, sans autre support ou canal physique que l'éther. Dans l'influence hypnotique, en revanche, l'influence est intensifiée par le passage, la caresse ou l'influence oculaire. Dans l'influence hypnotique, l'esprit de la personne affectée, que nous appellerons le sujet, est rendu passif par un flux d'énergie mentale calculé pour le rendre plus ou moins somnolent ou endormi. Et par conséquent,
moins susceptible de résister aux ondes mentales de la personne exerçant l'influence. Mais la puissance employée est la même dans tous les CA, qu'ils relèvent de la fascination ou de l'influence hypnotique. En fait, les deux types de manifestations se confondent et il est difficile de tracer une ligne de démarcation dans certains CA. L'influence hypnotique est une forme de CE que l'on appelait autrefois le mesmérisme, du nom de son découvreur, Frédéric Anton Mesmer, qui a pratiqué cette forme d'influence mentale durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cependant, la force et son utilisation étaient connues depuis les siècles anciens, avant l'époque de Mesmer, qui ne fit que la redécouvrir. Mesmer enseignait que le pouvoir était basé sur la présence d'un étrange fluide universel, qui imprégnait tout et qui avait un effet particulier sur les nerfs et le cerveau des gens. Lui et ses disciples pensaient qu'il était nécessaire de plonger les sujets dans un profond sommeil avant de pouvoir les influencer. Mais ces deux idées ont cédé la place à de nouvelles théories sur le sujet, qui sont aujourd'hui défendues par les chercheurs et les universitaires. On sait aujourd'hui que le fluide magnétique, auquel Mesmer et ses disciples croyaient, n'est autre que les courants d'ondes de pensée émanant de l'esprit de l'opérateur. On sait aussi que la condition de sommeil profond n'est pas nécessaire pour que la volonté du sujet se soumette à celle de l'opérateur. On sait également que les nerfs des bras et des doigts constituent un conducteur extrêmement sensible pour les courants mentaux, qui peuvent être propulsés à travers eux vers l'esprit du sujet, ou vers ses nerfs et ses muscles. Ce fait s'explique par le fait scientifique bien connu que le matériau dont sont composés les nerfs est presque identique à celui du cerveau, à tel point que l'on peut parler du système nerveux comme d'un prolongement du cerveau lui-même. On sait également que l'œil a la propriété particulière de transmettre des courants mentaux le long des rayons lumineux qui y pénètrent, et de là, aux yeux de l'autre personne. Ce fait explique le phénomène de l'influence hypnotique tel que la science le connaît aujourd'hui. La question de la suggestion a également une incidence sur le sujet, comme nous le verrons plus loin. Les opérateurs modernes, en général, ne produisent pas l'état de sommeil profond, sauf dans les CA où l'on souhaite produire une forme de phénomène psychique, en dehors du sujet de l'influence mentale. C'est-à-dire lorsqu'ils induisent simplement l'état d'hypnose profonde, afin de mettre le sujet dans un état psychique dans lequel les phénomènes mentionnés peuvent être manifestés ou exposés. Nous n'aborderons pas cette phase du sujet dans ce livre, car elle est en dehors de notre sujet immédiat. L'investigateur hypnotique moderne induit simplement un état passif dans l'esprit, les nerfs ou les muscles du sujet, suffisant pour réduire les pouvoirs de résistance. Il donne ensuite ses ordres ou suggestions verbales, accompagnées d'une projection de ces ondes de pensée dans l'esprit du sujet. Afin d'illustrer le sujet, nous allons vous donner quelques expériences qui peuvent être facilement réalisées par toute personne qui manifeste un pouvoir de concentration et de projection de pensée. Bien sûr, il y a une grande différence dans les degrés d'impressionnabilité des différentes personnes à l'influence hypnotique, c'est-à-dire la différence dans les degrés de résistance. Certaines personnes opposeront une forte résistance, tandis que d'autres opposeront une résistance très faible, qui sera facilement surmontée par la volonté de l'opérateur. Dans les expériences suivantes, il sera préférable de commencer par une personne parfaitement disposée à faire l'expérience, qui ne résiste pas, mais qui est disposée à devenir passive, c'est-à-dire une personne qui vous est sympathique et qui est intéressée par l'expérience. Commencez par placer la personne devant vous. Ensuite, faites des passes devant la personne, de la tête aux pieds. Faites ensuite quelques passages devant le visage du sujet, puis le long de ses bras. Saisissez ensuite les mains et tenez-les un moment en les regardant directement dans les yeux. Effectuez tous les mouvements vers le bas. Évitez la légèreté ou le rire et conservez une expression et une humeur sérieuse. Ensuite, debout devant le sujet, dites-lui de retirer sa volonté de ses jambes et de rester parfaitement passif et détendu. Puis, le regardant droit dans les yeux, lui dire « Maintenant, je vais t'attirer à moi par mon pouvoir mental, et tu te sentiras tomber vers moi. Mais ne résiste pas, et laisse-toi venir, car je t'attraperai, n'aie pas peur. Maintenant viens, viens, maintenant tu viens, c'est ça. » etc. Vous verrez qu'il commencera à se balancer vers vous, et qu'au bout d'un moment, vous tomberez dans ses bras. Inutile de dire que vous devez concentrer fermement votre esprit sur l'idée qu'il tombe en avant, en utilisant fermement votre volonté à cet effet. Il est utile de tenir les mains de chaque côté de sa tête,
mais juste devant lui sans le toucher, et de les retirer vers soi en disant en même temps « Viens, viens, tu viens », etc. En se plaçant derrière le sujet et en l'attirant en arrière, on peut inverser l'expérience. Veillez à le tenir dans vos bras lorsqu'il échoue et évitez ainsi qu'il ne tombe au sol. De même, vous pouvez lui tenir les mains l'une contre l'autre en lui disant qu'il ne peut pas les séparer. Vous pouvez aussi lui faire commencer à tourner les mains, puis lui ordonner de ne pas s'arrêter. Vous pouvez également lui demander de vous suivre dans la pièce, en suivant le doigt que vous pointez sur son nez. Vous pouvez aussi lui faire éprouver une sensation de chaleur et de douleur en touchant sa main avec votre doigt et en lui disant qu'elle est chaude. Toutes les expériences simples connues peuvent être réalisées avec succès sur un grand nombre de personnes, toujours de cette manière, en suivant les instructions générales ci-dessus. Nous n'entrerons pas dans les détails des expériences supérieures de l'hypnotisme, car cela constitue un sujet à part entière. Nous donnons les expériences ci-dessus simplement pour montrer que le phénomène de l'influence hypnotique n'exige aucune théorie du fluide magnétique. Il est tout à fait explicable, dans l'hypothèse de l'influence mentale, au moyen des ondes de pensée et de l'induction mentale. Dans les expériences ci-dessus, il faut veiller à enlever l'influence après coup, en faisant des passes vers le haut et en souhaitant que l'influence prenne fin. Ne négligez pas cette étape. Dans vos expériences, si vous êtes prêt à les entreprendre, vous découvrirez rapidement le pouvoir de votre œil sur les autres personnes. Vous pouvez presque sentir la force qui passe de votre regard au leur. Il en va de même pour le passage et la caresse des mains. Vous sentirez les ondes vibratoires qui passent de vos mains à leur système nerveux. C'est merveilleux le pouvoir qui s'éveille chez une personne après quelques expériences dans ces sens. Ceux qui souhaitent approfondir le sujet sont invités à se reporter à un prochain livre de cette série, qui sera publié sous peu et qui s'intitulera « The New Hypnotism », le nouvel hypnotisme. Dans ce livre, des instructions complètes seront données sur les phénomènes supérieurs, dans tous les détails. Et maintenant, un mot d'avertissement. Méfiez-vous des personnes qui posent toujours leurs mains sur vous, qui vous tapotent et vous caressent, ou qui veulent vous tenir la main pendant longtemps. De nombreuses personnes le font par habitude et en toute innocence, mais d'autres le font avec l'intention de produire une légère forme d'influence hypnotique sur vous. Si vous rencontrez de telles personnes et que vous voyez qu'elles tentent quelque chose de ce genre, vous pouvez contrer leur influence en leur envoyant un fort courant de pensée, comme indiqué dans notre dernier chapitre, en leur envoyant la pensée « Vous ne pouvez pas m'affecter, je suis trop fort pour vous, et vous ne pouvez pas jouer vos tours sur moi. » C'est une bonne idée de pratiquer cette force de contrepoids lorsque vous serrez la main d'une personne magnétique qui semble affecter les gens. Bientôt, vous serez capable de distinguer ces personnes par une certaine force en elles et une expression particulière dans leurs yeux, tout en utilisant votre volonté protectrice sur elles. Prévenez les jeunes filles de ne pas permettre aux hommes d'utiliser trop librement leurs mains pour les caresser, et un conseil aux jeunes hommes de votre famille ne serait pas déplacé à cet égard. Il existe de nombreux CA d'attirance sexuelle, conduisant à des résultats très déplorables, résultant de l'utilisation consciente ou inconsciente de cette forme simple d'influence hypnotique. Le danger réside dans le fait qu'elle rend l'individu passif face à d'autres influences, et qu'elle l'amène plus facilement à la tentation et à céder au désir ou à la volonté de l'autre personne. Un mot d'ordre devrait suffire. L'utilisation de ce pouvoir à des fins immorales est un crime terrible, et entraîne pour l'utilisateur des résultats déplorables que tous les occultistes connaissent et enseignent. Chacun devrait apprendre à résister à de telles influences lorsqu'elles s'exercent sur lui. Un homme averti en vaut deux. Chapitre 8. L'influence à distance. Dans les 2 chapitres précédents, nous vous avons invité à considérer la manifestation de l'influence mentale lorsque l'utilisateur ou le projecteur de la force était en contact réel avec la personne ou les personnes qu'il avait l'intention d'influencer. Dans ce chapitre, et dans le suivant, nous examinerons la manifestation de l'influence lorsque les personnes affectées sont éloignées dans l'espace de la personne qui utilise l'influence. Le public ordinaire connaît d'une manière générale les phénomènes de l'hypnotisme et, dans une moindre mesure, ceux de la fascination, sous ses formes les plus courantes de magnétisme personnel, etc. Mais lorsqu'il s'agit de l'utilisation de l'influence à distance, les gens sont plus ou moins sceptiques par manque de connaissance du sujet. Cependant, chaque jour,
De nouveaux faits et CA d'influence sont connus, et l'enseignement des différents cultes en la matière éveille un nouvel intérêt pour le sujet et le désir de connaître les lois et les principes qui le régissent. Aussi étrange que cela puisse paraître à première vue, les principes qui sous-tendent l'influence mentale à distance sont exactement les mêmes que ceux qui sous-tendent l'utilisation de l'influence lorsque les personnes sont en présence l'une de l'autre. Il suffit de réfléchir un peu pour s'en rendre compte. Dans le cas de l'influence présente, les courants mentaux circulent dans un espace intermédiaire entre les deux esprits, car il y a un espace en dehors des deux esprits qui doit être traversé par les courants. Et un instant de réflexion vous montrera que la différence entre l'influence présente et l'influence lointaine n'est qu'une question de degré, un peu plus ou un peu moins d'espace pour le passage des courants. Voyez-vous bien? Il s'ensuit que les méthodes utilisées doivent être identiques. Bien entendu, dans le CA de l'influence personnelle, on ajoute l'effet de la voix, des manières, des méthodes suggestives, des regards, etc. Qui facilite l'obtention du résultat? Qui facilite l'obtention du résultat et rendent la condition de rapport plus facile à établir. Mais à cette exception près, les méthodes sont identiques, et même les avantages découlant de l'exception ci-dessus peuvent être reproduits par la pratique et le développement dans le CA de l'influence à distance. Les autorités en la matière proposent un certain nombre de méthodes d'influence à distance, mais elles sont toutes basées sur les mêmes principes que ceux mentionnés dans les chapitres précédents de ce livre, à savoir les vibrations, les ondes de pensée, l'induction mentale, la concentration et l'imagerie mentale. En d'autres termes, vous avez la clé du sujet. Le reste n'est qu'une question de pratique, de développement et de variation. L'une des méthodes les plus élémentaires, et pourtant l'une des plus efficaces connues des occultistes, consiste à créer une image mentale de la personne traitée. C'est le terme couramment utilisé par les auteurs modernes sur le sujet, c'est-à-dire à imaginer qu'elle est assise sur une chaise et qu'elle fait face à la personne qui la traite à distance. Le traitant donne des ordres verbaux et en même temps dirige des ondes de pensée vers la personne imaginaire assise devant lui. Ce processus établit une condition psychique entre le trafiquant et la personne réelle, bien que cette dernière puisse se trouver à des kilomètres du trafiquant. C'était la méthode utilisée par les anciens magiciens et thaumaturges, et elle a toujours été très appréciée par les personnes qui poursuivent ce genre d'expérience et par celles qui souhaitent influencer mentalement d'autres personnes à distance. Une variante de cette méthode, très répandue autrefois, consistait à mouler une figurine d'argile ou de cire, à l'appeler par le nom de la personne traitée et à l'identifier, dans l'esprit et l'imagination, à l'autre personne. Une variante est également observée dans les CA où une photographie, une mèche de cheveux, un vêtement, etc. sont utilisés comme lien psychique, comme un lien psychique entre les deux personnes. Les adeptes de la magie noire, de la sorcellerie et de leur perversion néfaste de l'influence mentale semblent préférer ces méthodes. Pourtant, au contraire, elles sont utilisées aujourd'hui avec les meilleurs résultats par beaucoup, pour donner un traitement bénéfique à des patients absents, à des amis et à d'autres personnes dont le bien-être est désiré. Le seul effet qu'a l'image mentale de la personne, ou la photo, etc., est le fait que, par ces moyens, un lien de connexion psychique est établi, le long duquel les ondes de pensée voyagent plus facilement. Dans les formes de traitement ci-dessus, le praticien traite l'image mentale, la photographie, etc., exactement comme il le ferait si l'image mentale, la photographie, etc., était le sujet du traitement, exactement comme il le ferait si la personne était réellement présente. Il oublie pour l'instant que la personne peut se trouver à des centaines de kilomètres et concentre son influence sur l'image ou la photographie, car cette dernière est réellement le point de départ de la chaîne psychique qui mène directement à la personne. Le manipulateur envoie ses ondes de pensée vers l'objet et, dans certains cas, parle réellement, bien que mentalement, à la personne par l'intermédiaire du médium mentionné. Il peut donner des ordres, des arguments, protester, persuader, etc., comme si la personne était réellement présente. Comme si la personne était réellement présente. En bref, il agit comme si la personne était assise devant lui, éveillée et réceptive à son influence. Une autre forme employée par certains consiste à commencer à envoyer des ondes mentales vers l'autre personne, en formant dans l'imagination un câble psychique qui s'allonge progressivement et qui est composé de vibrations mentales. Les praticiens de cette forme affirment que lorsque le câble psychique est projeté suffisamment loin
et voyage à une vitesse incroyable et entre en contact avec l'esprit de l'autre personne, le praticien ressent immédiatement que le contact a été établi par un faible choc particulier, semblable à celui d'un très léger courant galvanique. Ensuite, le thérapeute envoie ses courants de pensée le long du fil psychique, de la même manière que si la personne était en sa présence, comme décrit dans le chapitre précédent sous le titre « Fascination ». En fait, ces traitements, et les autres mentionnés dans ce chapitre, sont réellement et pratiquement fascination à distance. Une autre forme de traitement à distance consiste à former un tube astral, mentionné dans d'autres livres de cette série. Le tube astral est placé d'une manière semblable à un fil psychique et projeté vers la personne à influencer. Il se forme dans l'imagination comme un anneau de vortex, semblable au petit anneau de fumée que le fumeur de cigare souffle, mais plus grand, environ 6 à 12 pouces de large. Ou mieux encore, comme l'anneau de fumée que la cheminée d'une locomotive expulse lorsqu'elle commence à souffler rapidement. Cet anneau tourbillonnaire est alors vu en imagination, par l'utilisation de la volonté, s'allonger sous la forme d'un tube, qui s'étend rapidement, et voyage vers la personne traitée d'une manière identique à celle du fil psychique. Ce tube est connu des occultistes sous le nom de tube astral, et est utilisé dans diverses formes de phénomènes occultes et psychiques, tels que la clairvoyance et d'autres formes de psychomancie. C'est ainsi que nous l'avons décrite dans notre volume de cette série, intitulé du même nom. Les personnes qui suivent cette méthode d'influence à distance déclarent qu'elles reconnaissent l'achèvement du tube par un sentiment d'arrêt et de rapport qui s'est établi entre elles et l'autre personne. Dans certains cas, ils signalent qu'ils sont capables de voir faiblement la figure de l'autre personne en miniature, à l'autre bout du tube, mais cela est sans doute dû à la manifestation soudaine d'un pouvoir psychomantique latent. Une fois le tube établi, le traitement se déroule comme en présence de la personne traitée. À bien des égards, les méthodes du câble psychique et du tube astral sont similaires, et ce qui est dit de l'une est généralement vrai de l'autre. Il existe 2 autres méthodes, fréquemment utilisées pour influencer à distance, que nous allons maintenant décrire brièvement. La première méthode consiste à se placer dans un endroit calme, ou, plus précisément, dans un endroit où l'on peut se concentrer, bien qu'un occultiste avancé puisse trouver la paix au milieu du bruit. Ensuite, dirigez vos ondes de pensée vers l'autre personne, en créant dans l'imagination une image mentale d'une force émanant de vous vers l'autre, comme de minuscules étincelles d'électricité ou un fluide subtil. Cette image mentale donne une force concentrée au courant, le rendant puissant et l'envoyant directement au point désiré. La seconde de ces 2 méthodes est utilisée par les occultistes les plus avancés, qui ont dépassé l'utilisation des méthodes décrites jusqu'à présent. Ces personnes se tiennent simplement debout ou assises en silence et concentrent leur esprit jusqu'à ce qu'elles atteignent l'état de calme mental, connu par beaucoup sous le nom de silence. Elles créent alors une image mentale forte de la personne traitée, entourée des conditions souhaitées ou faisant les choses souhaitées. C'est l'une des formes les plus élevées d'influence mentale, et elle s'approche réellement d'un stade d'influence plus élevé que celui du plan mental tel qu'il est généralement connu. L'image d'une personne maintenue dans l'esprit de cette manière, la personne qui semble en parfaite condition, en bonne santé, heureuse et prospère, tend à matérialiser les mêmes conditions dans la vie réelle de la personne. Cette forme de traitement n'est toutefois possible que pour les personnes très concentrées, celles qui maîtrisent l'imagerie mentale et qui possèdent également une volonté créatrice à un degré élevé. Cependant, presque tous les étudiants qui pratiquent de cette manière peuvent obtenir un certain degré de succès. Avant de pratiquer l'une ou l'autre de ces expériences, lisez ce que nous avons dit dans le chapitre sur la magie noire et blanche, et prenez garde à ne pas employer ce pouvoir à des fins malveillantes, car le destin du magicien noir est bien triste. Chapitre 9. L'influence en masse. Dans notre dernier chapitre, nous avons examiné la manifestation de l'influence mentale à distance, en ce qui concerne l'influence d'une ou de plusieurs personnes par une autre. Il y a un autre aspect du sujet qu'il ne faut pas négliger, c'est l'influence d'un grand nombre de personnes par un projecteur actif et puissant de l'influence mentale. Cette forme de manifestation de pouvoir est connue sous le nom d'influence mentale en masse. En masse signifie bien sûr en corps ou en foule, et influence mentale en masse signifie l'utilisation de l'influence dans la phase d'exercice d'un fort pouvoir d'attraction ou de direction, sur l'esprit de la foule,
ou plutôt du public, ou d'un grand nombre de personnes. Cette forme d'utilisation du pouvoir est exercée, consciemment ou inconsciemment, par les grands chefs d'État, de la politique, des affaires, de la finance ou de la vie militaire. Vous vous souviendrez immédiatement d'un certain nombre de soi-disant grands hommes dans l'histoire, de l'Antiquité à nos jours, qui semblaient exercer un effet merveilleux, presque miraculeux, sur l'esprit des gens. En permettant aux hommes de voir les choses à travers les yeux de l'homme fort, et en faisant de chacun l'instrument de la réalisation des idéaux, des volontés ou des désirs de ces grands maîtres de l'influence mentale. Et à plus petite échelle, il y a la plupart des gens qui réussissent et qui dépendent de l'appui du public. En fait, cette influence, à un certain degré, est utilisée par presque tous ceux qui réussissent, dans n'importe quelle forme d'entreprise ou de profession, où le succès exige d'attirer d'autres personnes vers l'occupation de la personne en question. Cette idée peut sembler étrange à beaucoup, mais les occultistes savent qu'elle est néanmoins vraie. La forme la plus courante d'influence de masse est la manifestation à un degré moindre, selon des lignes inconscientes, manifestées par une majorité de personnes en raison de leur désir de voir certaines choses réussir. Par désir, nous n'entendons pas le simple état mental de vouloir ou de souhaiter, mais plutôt ce désir anxieux, cette envie ou cet état d'esprit exigeant qui témoigne d'une fin d'atteindre la chose désirée. Vous constaterez que les hommes et les femmes qui obtiennent des choses sont généralement ceux qui possèdent un désir fort et brûlant pour les choses en question, ce qui les pousse à être plus ou moins agressifs dans la poursuite de la satisfaction du désir qui les possède. Ces personnes émettent constamment de fortes ondes de vibrations de pensée qui exercent une influence attractive sur tous ceux avec lesquels elles entrent en contact. Elles tendent à attirer ces personnes vers le centre d'attraction qui est, bien sûr, l'esprit de la personne qui émet ces pensées. De la même manière, une personne qui a une forte peur d'une chose émettra des ondes d'attraction similaires, qui tendront à attirer vers elle les personnes susceptibles de matérialiser la chose redoutée. Cela peut paraître paradoxal, mais le secret réside dans le fait que, dans le cas du désir comme dans celui de la peur, l'esprit forme l'image mentale qui tend à se matérialiser. La peur, en effet, est une forme d'attente qui, malheureusement, a souvent tendance à se matérialiser. « Ce que j'ai craint m'est arrivé », dit Job, et dans cette phrase, il a exposé l'expérience de la course. La façon de combattre les choses que l'on craint est de créer un désir ardent pour la chose opposée. D'autres personnes qui ont étudié les principes de l'influence mentale ou qui ont rencontré certains faits s'y rapportant améliorent cette forme élémentaire d'influence de masse que nous venons de mentionner. Elles envoient des ondes de pensée consciemment et délibérément, en érigeant l'image mentale et en s'y tenant fermement. Ainsi, au fil du temps, les courants mentaux qu'ils émettent s'étendent de plus en plus loin et amènent un plus grand nombre de personnes sous l'influence et dans le champ d'attraction. Ils traitent le public en masse, en gardant l'image mentale forte de ceux qu'ils désirent. Ils envoient ensuite de puissants courants mentaux de désir dans toutes les directions, souhaitant que ceux qui entrent dans leur rayon soient attirés par les idées exprimées dans l'image mentale projetée dans toutes les directions. Le fait que les hommes qui ont développé la concentration, une forte volonté et la fixité du but, se consacrent constamment à un objet ou à un sujet particulier, a pour effet d'envoyer à partir de l'esprit de cette personne de grands cercles qui ne cessent de s'élargir. Il émet également des ondes de pensée qui s'étendent de plus en plus loin, comme les ondulations d'un étang causées par la chute d'une pierre. Ces ondes atteignent et affectent un grand nombre de personnes et les rendront au moins intéressées par l'objet ou le sujet de la pensée, et l'indifférence aura été vaincue. D'autres appels à l'esprit de ces personnes auront beaucoup plus de chances de les atteindre qu'autrement, car l'intérêt est le premier pas vers l'attention, et l'attention est un autre pas vers l'action. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui envoient des cercles d'ondes de pensée, et ces courants entrent en contact les uns avec les autres et tendent à se neutraliser. Mais il arrive qu'un homme particulièrement fort émette des ondes qui persistent, même après avoir rencontré d'autres courants, et qui atteignent l'esprit du public en dépit de l'opposition. Ces courants mentaux ont la personnalité de l'émetteur et reflètent le caractère de sa volonté, qu'elle soit forte ou faible. L'influence mentale envoyée par un homme d'affaires puissant dans une ville se fera bientôt sentir de manière subtile, et le magasin deviendra un centre d'influence attrayant, bien que le public ne comprenne pas pourquoi. De même, certains avocats s'attirent les faveurs du public, bien qu'ils ne soient pas plus compétents que leurs confrères juristes.
Les prédicateurs populaires exercent leur influence sur une communauté de la même manière, bien qu'ils ne soient souvent pas conscients de la force qu'ils utilisent. Tout. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont un sentiment de force intérieure et qu'ils exercent une influence séduisante sur les gens. En même temps, ils possèdent un désir ardent d'attirer les gens sur leur chemin et une forte volonté pour le soutenir. Ce sont précisément les qualités mentales qui créent et manifestent le type d'influence mentale le plus fort. De plus, ces personnes savent presque toujours exactement ce qu'elles veulent. Il n'y a pas chez elles de simples désirs vagues. Elles se font une image mentale claire des choses qu'elles souhaitent réaliser et font ensuite tout ce qui est possible pour matérialiser cette image. Tout. Ce qu'ils font pour parvenir à leur fin donne une impulsion supplémentaire à leur cercle de pouvoir et d'influence, qui ne cesse de s'élargir et de se renforcer. Certains maîtres dans l'art d'influencer le public s'imaginent envoyer de grands volumes d'ondes de pensée pendant un certain temps, puis leur impriment mentalement un mouvement rotatif, jusqu'à ce qu'elles finissent par former un tourbillon mental, tourbillonnant sans cesse et aspirant toujours vers le centre. Un tel effort agit sur le plan mental, comme un tourbillon physique agit sur le plan physique, c'est-à-dire qu'il attire à lui tout ce qui entre en contact avec sa force. C'est l'une des formes les plus puissantes d'influence de masse, et elle est utilisée avec beaucoup d'efficacité par de nombreux hommes forts de notre époque, qui ont appris à connaître les secrets des anciens occultistes. L'occultisme ancien et la finance moderne semblent très éloignés l'un de l'autre, mais en réalité, ils travaillent ensemble pour servir les intérêts de certains de ces puissants esprits de l'époque, et c'est le public qui paie la note. De ceux qui précèdent, il est facile de déduire qu'un individu qui a cultivé la faculté de concentration, qui a acquis l'art de créer des images mentales nettes, claires et fortes, et qui, lorsqu'il s'engage dans une entreprise, charge son esprit de l'idée du succès, est destiné à devenir un centre d'attraction. Si l'individu maintient constamment cette image mentale, même si elle est à l'arrière-plan, alors qu'il est engagé dans les détails et la planification de ses affaires, s'il lui donne une place proéminente dans sa galerie mentale et y jette de fréquents coups d'œil, en utilisant sa volonté pour créer de nouvelles scènes de succès réels, alors il créera un centre de pensée rayonnant pour lui-même. Ce centre de pensée sera sans aucun doute perçu par ceux qui se trouvent dans son champ d'influence. Un tel homme voit souvent les gens s'approcher de lui et de ses entreprises et s'aligner sur ses plans. Il voit mentalement l'argent affluer vers lui et tous ses plans se réaliser correctement. En bref, il imagine mentalement chaque étape de ses plans, un peu avant le moment de leur exécution, et s'y concentre avec force et sérieux. Il est étonnant de voir comment les événements, les personnes, les circonstances et les choses semblent se mettre en place dans la vie réelle, comme s'ils étaient mus par une puissance miraculeuse, qui sert à matérialiser les conditions imaginées dans l'esprit de l'homme. Mais il est entendu qu'il doit y avoir un effort mental actif derrière l'image. Les rêvasseurs ne matérialisent pas la pensée, ils ne font que dissiper l'énergie. L'homme qui transforme la pensée en activité et en être matériel jette de l'énergie dans la tâche et met sa volonté à travers l'image sur la diapositive. Sans les rayons de la volonté, il n'y aura pas d'image projetée, même si l'imagination l'a magnifiquement dessinée. Les pensées représentées sous forme d'images mentales, puis vitalisées par la force du désir et de la volonté, tendent à s'objectiver en être matériel. Chapitre 10. La nécessité de la connaissance. Bien que les véritables principes scientifiques qui sous-tendent le sujet de l'influence mentale n'aient été reconnus et enseignés au grand public que récemment, la connaissance est loin d'être nouvelle. Les occultistes des anciennes civilisations ont sans aucun doute compris les principes sous-jacents et les ont utilisés dans la pratique, gagnant ainsi un ascendant sur les masses. De plus, les masses elles-mêmes avaient une connaissance plus ou moins étendue des principes de fonctionnement du sujet, car nous trouvons chez tous les peuples, à toutes les époques, des traces de l'utilisation de ce pouvoir. Sous un nom ou un autre, sous une forme ou une autre, l'influence mentale a été exploitée et utilisée depuis les temps les plus reculés. Et aujourd'hui, même dans les parties les plus reculées du globe, et parmi les races les plus sauvages et les plus barbares, nous trouvons des exemples de l'utilisation de cette force. Les formes de manifestation de l'influence mentale sont nombreuses et variées. Dans certains cas, elle se manifeste sous la forme d'un pouvoir fascinant et séduisant, exercé par certaines personnes, qui leur permet d'en attirer d'autres vers elles. Les gens sont séduits ou enchantés
par d'autres personnes qui possèdent ce pouvoir, et leurs affections sont captivées par cette force mystérieuse. On dit de certaines personnes qu'elles sont fascinantes, qu'elles possèdent un pouvoir d'enchantement, qu'elles ont des manières gagnantes, qu'elles ont un grand magnétisme personnel, etc. D'autres exercent une autre forme de pouvoir en conduisant et en obligeant les autres à faire ce qu'ils veulent. On dit d'eux qu'ils possèdent une volonté irrésistible, qu'ils sont capables de faire leur volonté sur ceux qui les entourent, qu'ils possèdent un pouvoir de domination, etc. Nous sommes également confrontés aux effets merveilleux de la science mentale, sous une forme ou une autre, sous tel ou tel nom, avec les nombreuses formes de traitement, suivies par les différentes écoles et sectes. Puis nous lisons dans les pages de l'histoire les pouvoirs mystérieux répertoriés sous le nom de sorcellerie, d'envoûtement, de vaudou et de magie noire. Et en tournant les pages de l'histoire vers l'Antiquité, la Grèce, la Perse et l'Égypte, sans parler de l'Inde, ancienne et moderne, nous trouvons d'innombrables exemples de l'utilisation et de la connaissance de l'influence mentale sous certaines de ces formes. Et bien que beaucoup essaient de nier le fait, les chercheurs scientifiques et les étudiants se rendent compte qu'il n'y a qu'un seul principe réel sous-jacent, en dessous et derrière toutes les différentes formes de manifestation. Les bons et les mauvais résultats découlent de l'utilisation de la même force, aussi étrange que cela puisse paraître à première vue. Le secret réside dans le fait que cette influence mentale est une grande force naturelle, comme l'électricité ou toute autre force naturelle, et qu'elle peut être, et est, utilisée à des fins bonnes ou mauvaises. L'électricité qui fait fonctionner nos machines, éclaire nos maisons et accomplit d'innombrables autres tâches bénéfiques au service de l'homme, est également utilisée pour électrocuter les criminels. Tout comme le malheureux qui touche un fil sous tension peut être frappé d'une mort instantanée. Le soleil, qui réchauffe notre terre et rend la vie possible, tue également d'innombrables personnes exposées à ces rayons dans le désert ou même dans nos grandes villes. Le feu, ce grand ami de l'homme, qui a été l'un des facteurs les plus puissants dans l'évolution de la race de la barbarie à la civilisation, est aussi un ennemi puissant, qui détruit à la fois des biens et des vies. Tout comme l'eau, cet élément indispensable qui rend la vie possible et qui est nécessaire pour faire pousser nos céréales et nous rendre d'innombrables autres services, agit parfois comme un ennemi, noyant les gens et balayant leurs maisons. La gravitation, qui maintient toutes les choses en place, depuis les soleils et les étoiles jusqu'au plus petit atome de matière, provoque également des chutes mortelles d'endroits élevés. Ou encore, elle fait tomber sur leur tête des objets qui se trouvent au-dessus de leur tête. En bref, toute force ou puissance naturelle est capable de produire des effets bénéfiques ou néfastes pour l'homme, selon les circonstances. Nous reconnaissons ces choses et les acceptons comme une loi de la nature. Et pourtant, certains nieraient l'identité du pouvoir d'influence mentale tel qu'il se manifeste dans ses utilisations bonnes ou mauvaises. Il y a des gens qui attribuent à Dieu toutes les bonnes qualités de l'influence mentale, mais qui attribuent ensuite au diable tous ses mauvais usages. Ces personnes ont un esprit primitif. On les retrouve dans ceux qui attribuent à Dieu la pluie ou le soleil utile, et qui attribuent au diable les mêmes choses en cas d'inondation ou de sécheresse. Un tel raisonnement n'est digne que d'un esprit sauvage. Les forces sont naturelles et agissent selon leurs propres lois imminentes, dans leurs qualités constitutives et leur nature, qui sont en ce sens au-dessus du bien et du mal. Lorsqu'elles agissent dans l'intérêt et le confort de l'homme les qualifie de bonnes, mais lorsqu'elles lui causent du tort et de l'inconfort, l'homme les qualifie de mauvaises. Mais la force reste immuable, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Il en va de même pour le pouvoir de l'influence mentale, il est au-dessus du bien et du mal. C'est une grande force naturelle, capable d'être utilisée pour le bien comme pour le mal de l'humanité. Mais n'oubliez pas qu'il y a une différence. Alors que la force elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, l'individu qui l'emploie peut être, et est en fait bon ou mauvais, selon l'usage qu'il en fait. Tout comme un homme commet un acte bon ou mauvais lorsqu'il utilise son arme, dans l'intention de tuer une bête sauvage qui attaque un autre homme, ou lorsqu'il la dirige contre son frère ou son voisin, selon le cas. Ainsi, un homme est bon ou mauvais selon l'usage qu'il fait de l'influence mentale. Le mérite ou le démérite réside dans l'intention et le but de l'utilisateur, et non dans la force ou le pouvoir qu'il emploie. C'est là que réside la différence. Nous voyons partout la manifestation de la possession de l'influence mentale.
nous voyons des hommes capables d'influencer ceux qui les entourent d'une manière mystérieuse et merveilleuse, soit par leur pouvoir de persuasion, soit par leur volonté dominante. Certains accèdent soudainement à l'importance et au pouvoir, d'une manière inexplicable, pour ceux qui ignorent le secret de l'influence mentale. Comme nous l'avons dit dans un chapitre précédent, certaines personnes semblent avoir quelque chose en elles, qui les rend attirantes ou prospères dans leurs relations avec les autres. Le magnétisme personnel des dirigeants se manifeste fortement, et certains ont ce pouvoir à un point tel que les masses les suivent, comme un grand troupeau de moutons après le sonneur de cloche, qui fait tinter sa cloche autour de son cou. Nous avons tous été en contact avec l'agent ou le vendeur qui, d'une manière ou d'une autre, a réussi à nous vendre les choses que nous ne voulions pas et dont nous n'avions pas besoin. Mais une fois qu'il est parti, nous nous demandons comment cela a pu se produire. Si nous avions compris les lois de l'influence mentale, cela ne serait pas arrivé. Nous nous sommes tous sentis, à un moment de notre vie, en présence d'individus qui nous ont presque forcés à faire ce que nous savions au fond de nous-mêmes que nous n'aurions pas dû faire. La connaissance des lois de l'influence mentale nous aurait permis de surmonter la tentation. Et ce n'est pas seulement dans le CA d'entretien personnel que nous avons été affectés. Il existe une utilisation beaucoup plus subtile et dangereuse du pouvoir, à savoir sous la forme d'une influence à distance ou d'un traitement absent, comme on l'a appelé. L'augmentation de l'intérêt et de la connaissance des affaires occultes au cours des 20 dernières années a entraîné une prise de conscience généralisée de cette grande force, et son utilisation conséquente, digne ou indigne, par de nombreuses personnes qui sont ainsi en mesure d'exercer une influence sur leurs voisins et leurs semblables, qui ne sont pas familiers avec les lois de la force. Beaucoup seraient surpris d'apprendre que certains des milliardaires du pays et certains de ses plus grands politiciens et dirigeants sont des étudiants secrets de l'occultisme et qu'ils utilisent leur force sur les masses populaires. De plus, il existe des écoles d'occultisme qui enseignent à leurs élèves la théorie, la pratique et l'art de l'influence mentale, sous un nom ou un autre, sous un déguisement ou un autre, CE qui a pour résultat d'augmenter le nombre de personnes équipées pour l'utilisation de cette force. Des gens qui ont été instruits dans la pratique de l'emploi de cette force et qui la pratiquent chaque année de plus en plus que vous ne l'imaginez. Il existe des écoles de vente qui dispensent un enseignement déguisé dans l'art de l'influence mentale. Beaucoup de grandes entreprises qui emploient des agents de vente ont des instructeurs privés pour leurs hommes, qui leur enseignent les principes de l'influence mentale, déguisés sous le nom de psychologie des affaires, ou sous un autre nom similaire. En outre, un certain nombre de personnes ont étudié au pied de quelques-uns des grands cultes métaphysiques et semi-religieux de l'époque, et ont reçu un enseignement sur l'influence mentale, déguisé sous le nom d'une croyance ou d'un enseignement religieux. Des personnes qui se sont éloignées des principes moraux inculqués par leurs professeurs et qui utilisent leurs connaissances sous la forme de traitement d'autres personnes. Tout cela dans le but de les influencer pour qu'elles accèdent à leurs souhaits, ou pour qu'elles agissent afin d'obtenir des avantages financiers de la part de la personne à qui elles donnent le traitement. Aujourd'hui, l'air est chargé de cette magie noire, et il est certainement temps que le grand public soit éduqué sur ce sujet. C'est le but de ce petit livre, publié et vendu à un prix populaire, afin de le mettre à la portée des poches des gens ordinaires. Ceux jeunes qui ont été exploités et influencés par ceux qui ont acquis une connaissance des principes de l'influence mentale, et qui en font un usage indigne sur leurs semblables. L'autoprotection est possible pour tous, et ce petit livre a pour but de vous apprendre à l'utiliser. Chapitre 11. Magie blanche et magie noire. L'utilisation du mot magie, en relation avec l'influence mentale, est assez ancienne. Les occultistes font une nette distinction entre l'utilisation de l'influence mentale d'une manière propice au bien-être des autres, et son utilisation d'une manière égoïste et vile, destinée à nuire aux autres. Les deux formes sont courantes et fréquemment mentionnées dans tous les écrits occultes. La magie blanche revêt de nombreuses formes, tant dans ses manifestations anciennes qu'à notre époque de renaissance des connaissances occultes. L'utilisation de l'influence mentale dans ce sens prend généralement la forme de traitements bienveillants de personnes, par d'autres qui ont leur bien-être à cœur. Dans cette catégorie particulière se trouvent les divers traitements des différents cultes et écoles de CE qui est connu sous le nom de science mentale, ou sous des noms similaires. Ces personnes pratiquent des traitements, à la fois présents et absents, dans le but de guérir des maladies physiques et d'atteindre un état physique normal de santé et de force.
Des traitements similaires sont administrés par certains pour apporter une condition de réussite à d'autres, en transmettant à l'esprit de ces personnes les vibrations de courage, de confiance, d'énergie, etc. Qui contribue certainement à la réussite, qui favorise certainement le succès, dans le domaine de l'occupation matérielle, etc. De la même manière, on peut traiter les conditions défavorables qui entourent les autres en apportant la force de l'esprit et de la volonté pour influencer ces conditions, avec l'idée de changer les vibrations dominantes, d'apporter l'harmonie à partir de la disharmonie et le succès à partir de l'échec. La plupart des gens qui ne sont pas informés sur ce point sont entourés d'une atmosphère mentale, dérivée des états d'esprit, des pensées, des sentiments, etc. qui prévalent, et également dérivés des courants de pensée, mais aussi des courants de pensée qu'ils ont attirés à eux par la loi de l'attraction mentale. Ces atmosphères mentales, une fois fermement établies autour d'une personne, font qu'il est très difficile pour elle de se détacher de leurs vibrations. Il lutte et lutte, mais les vibrations dominantes s'abattent sur lui en permanence et doivent produire un effet puissant, même sur les personnes à forte volonté. Ils se sont familiarisés avec les lois de l'influence mentale et ont acquis le pouvoir de concentration. L'habitude de toute une vie doit peut-être être surmontée, et en outre, les vibrations suggestives constantes de l'atmosphère mentale exercent constamment une pression sur l'individu, de sorte qu'il a vraiment une tâche énorme devant lui, afin de se débarrasser des vieilles conditions, sans aide et seul. Ainsi, bien que l'effort individuel soit préférable, il arrive un moment dans la vie de beaucoup de gens où une main secourable, ou plutôt un esprit secourable, est d'un grand service et d'une grande aide. La personne qui vient en aide à l'esprit d'une autre personne qui a besoin de ses services accomplit un acte des plus méritoires et des plus appropriés. Nous entendons beaucoup parler d'interférer avec l'esprit d'autrui, dans des traitements aussi aimables et louables, mais dans de nombreux cas, il n'y a que très peu d'interférences réelles. Le travail de l'assistant consiste en fait à neutraliser et à dissiper ce qui est défavorable. L'influence mentale entoure l'autre personne, lui donnant ainsi l'occasion de travailler à son propre salut mental. Il est vrai que chacun doit faire son propre travail, mais l'aide du type indiqué ci-dessus est certainement la plus digne et la plus appropriée. Dans ces traitements de magie blanche, la personne qui donne les traitements forme dans son esprit l'image mentale de l'état désiré. Ensuite, elle envoie sa pensée actuelle à l'autre personne, en essayant de reproduire l'image mentale dans l'esprit ou la pensée de l'autre personne. La meilleure façon de le faire, bien sûr, est d'affirmer mentalement que l'état désiré est une réalité existante. On peut être d'une grande aide pour les autres de cette manière, et il n'y a aucune bonne raison de ne pas le faire. Et maintenant, le revers du bouclier, nous aimerions qu'il soit possible d'éviter même une mention de cette forme et manifestation détestable de l'influence mentale, mais nous sentons que l'ignorance n'est pas une protection, et qu'il est inutile et stupide de suivre la politique de l'autruche qui se met la tête dans le sable lorsqu'elle est poursuivie, afin qu'en ne voyant pas le chasseur ne la voie pas. Nous pensons qu'il vaut mieux regarder les choses en face, surtout lorsqu'il s'agit de prévenir pour mieux agir. Tous les étudiants en occultisme savent que la magie noire a été fréquemment utilisée à travers les âges pour servir les objectifs égoïstes et vils de certaines personnes. Les penseurs avancés d'aujourd'hui savent également que, même à notre époque éclairée, nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à s'abaisser à utiliser cette pratique détestable pour servir leurs propres fins, en dépit du châtiment qui, les occultistes le savent, attend ces personnes. Les annales de l'histoire regorgent d'exemples de sorcellerie, d'incantations et de formes similaires de magie noire. Toutes les formes d'envoûtement dont on parle tant sont en réalité des formes de magie noire, exacerbées par la peur et la superstition des personnes concernées. Il suffit de lire l'histoire de la sorcellerie pour se rendre compte qu'il y avait sans aucun doute une force derrière toutes les superstitions atroces et l'ignorance dont faisaient preuve les gens de l'époque. Ce qu'ils attribuaient à l'influence de personnes de mèche avec le diable provenait en réalité de l'utilisation de la magie noire ou d'un usage indigne de l'influence mentale, les deux étant une seule et même chose. L'examen des méthodes utilisées par ces sorcières, telles qu'elles ressortent de leur confession, nous donne un indice sur le mystère. Ces sorcières fixaient leur esprit sur d'autres personnes ou sur leurs animaux, et en y maintenant une image mentale concentrée,
envoyaient des ondes de pensée qui affectaient le bien-être de ces personnes, qui étaient traitées de manière défavorable, qui les influençaient et les perturbaient, et produisaient souvent des maladies. Bien entendu, l'effet de ces traitements était considérablement intensifié par la peur et la superstition ignorante des masses de l'époque. La peur est toujours un facteur débilitant de l'influence mentale, et les superstitions et la crédulité des gens faisaient vibrer leur esprit de telle sorte qu'ils devenaient extrêmement passifs face aux influences négatives dirigées contre eux. Il est bien connu que le vaudou d'Afrique et les cultes similaires d'autres races sauvages pratiquent la magie noire parmi leur population, avec beaucoup d'efficacité. Parmi les indigènes d'Hawaï, certains hommes connus sous le nom de kaunas prient pour que les gens soient malades ou guéris, selon leur rémunération. Ces exemples pourraient être multipliés si nous avions l'espace et l'envie d'approfondir le sujet. Et dans nos propres pays civilisés, il y a beaucoup de gens qui ont appris les principes de l'influence mentale et qui les utilisent à des fins indignes, en essayant de nuire aux autres et de contrecarrer leurs entreprises, ou bien en essayant de les amener à leur propre point de vue et à leurs inclinations, le traiteur. Le renouveau moderne des connaissances occultes s'est opéré selon deux axes. D'une part, nous voyons et entendons parler du puissant pouvoir bénéfique que l'influence mentale exerce sur les gens d'aujourd'hui. Elle relève les malades, fortifie les faibles, insuffle du courage à ceux qui sont abattus et transforme les échecs en succès. Mais d'un autre côté, l'égoïsme détestable et la cupidité de personnes sans principe, profitant de cette puissante force de la nature et la prostituant à leurs propres fins détestables, sans tenir compte des dictats de la conscience ou des enseignements de la religion ou de la moralité. Ces personnes sèment un vent mauvais qui leur fera récolter un tourbillon effrayant sur le plan mental. Ils s'attirent la douleur et la misère à l'avenir. À ce stade, nous souhaitons lancer un avertissement solennel à ceux qui ont été ou sont tentés d'utiliser cette force puissante à des fins indignes. Les lois du plan mental sont telles que vous récolterez ce que vous aurez semé. La puissante loi de l'attraction agit avec la précision d'une machine, et ceux qui essaient d'entraîner les autres dans une toile d'influence mentale sont tôt ou tard pris à leur propre piège. Le magicien noir le met en pièces. Il est aspiré dans le tourbillon de sa propre création et entraîné dans les plus basses profondeurs. Il ne s'agit pas de remarques oiseuses, mais de l'énoncé de certaines lois de la nature, en vigueur sur le plan mental, que tout le monde devrait connaître et prendre en compte. Et pour ceux qui seraient horrifiés par cette mention de l'existence et des possibilités de la magie noire, nous dirons qu'il y a une chose à se rappeler, c'est que le bien l'emporte toujours sur le mal sur le plan mental. Une bonne pensée a toujours le pouvoir de neutraliser le mal, et une personne dont l'esprit est rempli d'amour et de foi peut combattre une multitude d'esprits remplis de haine et de mal. La tendance de toute la nature va de plus en plus vers le bien, et celui qui veut la ramener vers le mal s'oppose à la loi de l'évolution spirituelle, et tôt ou tard, il est victime de sa folie. Et puis, souvenez-vous de ceci. Les ondes de pensée ne pénètrent que dans les esprits habitués à penser de la même manière. Celui qui a des pensées haineuses peut être affecté par des pensées haineuses, tandis que celui dont l'esprit est rempli de foi et d'amour est entouré d'une armure résistante, qui repousse les ondes envahissantes et les fait dévier ou les renvoie à leurs expéditeurs. Les mauvaises pensées, comme les poules, retournent à la maison. Les pensées ressemblent à des boomerangs par leur tendance à retourner à leur expéditeur. Pour le poison de la magie noire, la nature donne l'antidote de la pensée juste. Chapitre 12. L'autoprotection. Le lecteur des chapitres précédents aura vu le pouvoir de l'influence mentale dans ses diverses phases de manifestation et reconnaîtra la possibilité d'utiliser cette force pour s'influencer lui-même. La question qui se posera naturellement à l'esprit de tout étudiant et de tout investigateur de ce sujet important, et qui se pose à tous à un moment donné, est la suivante. Comment puis-je me protéger contre l'utilisation de ce pouvoir contre moi-même? Comment puis-je m'immuniser contre ces influences qui peuvent être dirigées contre moi? Il est vrai que nous, et d'autres auteurs sur le sujet, vous avons montré que l'on est beaucoup moins susceptible d'être influencé si l'on maintient une atmosphère mentale de haute vibration. Il s'agit de se maintenir entouré d'une atmosphère de pensée, remplie de vibrations du type de pensée le plus élevé, et libre de sentiments et de désirs d'un caractère bas et égoïste, qui tendent à attirer des pensées similaires. De cette façon, on crée un état de propreté hygiénique mentale
qui nous immunise contre les pensées contagieuses du plan égoïste du désir, etc. Il faut s'en souvenir et s'en servir, car de même que la propreté physique refuse d'abriter les germes de la maladie, de même la propreté mentale refuse d'admettre les microbes mentaux. Mais il existe une méthode bien plus efficace que le plan susmentionné. C'est la méthode employée par les adeptes de l'occultisme, la méthode et la pratique enseignée aux initiés des confréries et des loges occultes du monde entier. Examinons-la ici. Tout d'abord, sans entrer dans l'exposé des détails des enseignements occultes supérieurs, nous souhaitons vous informer que le principe de base de tous ces enseignements et instructions est le fait qu'en chacun de nous, au centre même de l'être de chaque individu, au cœur même du cœur de l'ego immortel, se trouve ce que les occultistes appellent la flamme de l'esprit. C'est ce que vous reconnaissez dans la conscience, comme la conscience du « je suis », cette conscience de l'être, qui est bien au-dessus de la conscience de la personnalité ou des choses de la personnalité. C'est cette conscience qui informe chaque individu, sans équivoque, qu'il est en réalité un être individuel. Cette conscience vient à l'individu en raison de son contact avec la grande vie de l'univers. C'est le point de contact entre la partie et le tout. Et dans cette partie de la conscience de l'homme, unie au sens du soi et du moi, réside une étincelle de la flamme divine de vie et de puissance, qui est ce que l'on a appelé la volonté de l'homme. Ne la confondons pas avec la soi-disant volonté de la personnalité, qui n'est rien d'autre qu'un désir, ou une certaine fermeté, qui n'est souvent rien d'autre que de l'entêtement. Cette volonté intérieure est le véritable pouvoir, et une fois reconnue, elle peut être utilisée comme une source de force inépuisable et sans faille. Les adeptes de l'occultisme ont pris conscience de ce pouvoir intérieur et l'utilisent librement. C'est le résultat d'années de pratique, d'une vie et d'une pensée juste. Mais, même ainsi, chacun peut puiser dans cette source de force intérieure pour l'aider dans la vie et repousser les vibrations de pensée du plan inférieur. Cette conscience peut être développée par la prise de conscience de son existence et la pratique d'amener l'idée dans la conscience quotidienne, par la pensée, la méditation et la pratique. Le simple fait que j'ai attiré votre attention sur son existence a éveillé dans votre esprit, à vous qui lisez ces lignes, une force nouvelle et un sentiment de puissance. Réfléchissez un instant et voyez si vous ne sentez pas grandir en vous un sentiment de force dont vous n'étiez pas pleinement conscient jusqu'à présent. En reconnaissant continuellement cette chose intérieure dans votre conscience quotidienne, vous développerez votre capacité à la manifester. En particulier dans les moments difficiles, il vous viendra en aide et vous aurez le sentiment qu'une partie de vous-même vous crie des mots d'encouragement. « Je suis là, n'ayez pas peur ». Il est très difficile de vous donner cette méthode dans des ouvrages écrits ou imprimés, mais si vous entrez pleinement dans la reconnaissance de cette puissance intérieure, vous vous apercevrez que vous développez un nouveau pouvoir de résistance aux influences extérieures, qui vous étonnera sans aucun doute. Si vous entrez en contact avec des personnes qui essaient de vous influencer, de l'une des manières mentionnées dans les chapitres précédents de ce livre, ou d'autres manières, vous vous trouverez capable de défier leurs attaques mentales, simplement en vous rappelant la force imminente dans votre jeu, aidé par la déclaration, faite silencieusement à vous-même. Je suis un esprit immortel, utilisant la volonté dans mon ego. Avec cette attitude, vous pouvez faire le moindre effort mental, dans le sens d'expulser de votre esprit des vibrations qui disperseront les influences négatives dans toutes les directions, et qui, si vous persistez, rendront l'autre personne confuse, et lui donneront envie de vous laisser tranquille. Avec cette conscience maintenue dans l'esprit, votre commandement mental à l'autre, « Laissez-moi tranquille, je rejette votre influence par le pouvoir de mon esprit », agira si fortement que vous pourrez en voir l'effet immédiatement. Si l'autre personne est têtue et qu'elle est déterminée à vous influencer par des paroles de suggestion, de persuasion, de menace ou d'autres méthodes similaires, regardez-la droit dans les yeux et dites-lui mentalement « Je te défie, mon pouvoir intérieur rejette ton influence ». Essayez cela la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous influencer, que ce soit verbalement ou par des ondes de pensée, et vous verrez à quel point vous vous sentirez fort et positif, et à quel point les efforts de l'autre personne échoueront. Cela semble simple, mais ce petit secret vaut des milliers d'euros pour chaque personne qui le met en pratique. Par-dessus tout, chassez de votre esprit toute peur des autres. Le sentiment de peur vous empêche de manifester pleinement le pouvoir qui est en vous.
rejetez la peur comme une chose indigne et blessante. Non seulement le cas de l'influence personnelle, en présence de l'autre personne, peut être vaincu de cette manière, mais la même méthode fonctionnera tout aussi bien pour repousser l'influence mentale des autres, dirigée contre vous, sous la forme d'un traitement absent, etc. Si vous vous sentez enclin à faire quelque chose qui, au fond de vous, n'est pas dans votre intérêt, jugé d'un point de vue réel, vous pouvez savoir que, consciemment ou inconsciemment, quelqu'un essaie de vous influencer de cette manière. Souriez alors à vous-même, faites les déclarations ci-dessus ou d'autres semblables, et, en maintenant fermement dans votre esprit la puissance de l'esprit dans votre jeu, envoyez un ordre mental comme vous le feriez en cas de présence réelle de la personne elle-même. Vous pouvez également nier l'existence du pouvoir d'influence en affirmant mentalement « Je refuse votre pouvoir d'influence sur moi. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Je me repose sur ma connaissance de l'esprit et de sa volonté en moi. Je refuse l'existence de votre pouvoir. » Cette forme de refus peut être utilisée dans le cas d'une influence absente, comme dans le cas d'une influence personnelle. La règle est la même dans tous les cas. En rejetant ces influences absentes, vous éprouverez immédiatement un sentiment de soulagement et de force, et vous pourrez sourire des efforts vaincus de l'autre personne. Si vous vous sentez suffisamment spacieux et plein d'amour pour l'humanité, vous pouvez alors traiter l'autre personne pour son erreur, en lui envoyant des pensées d'amour et de connaissance, dans l'idée de dissiper son ignorance et son égoïsme, et de l'amener à comprendre les vérités supérieures de la vie. Vous ferez sans aucun doute de nombreuses expériences intéressantes en rejetant ces attaques. Dans certains cas, vous constaterez que la prochaine fois que vous rencontrerez la personne en question, elle vous semblera confuse, déconcertée et morose. Dans d'autres cas, la personne commencera à faire preuve d'un nouveau respect et d'une nouvelle considération à votre égard, et sera disposée à vous aider, au lieu d'essayer de vous influencer à sa manière et selon ses désirs. Dans d'autres cas, la personne aura toujours le désir et s'efforcera d'argumenter, de vous faire faire ce qu'elle a essayé de vous faire faire par influence mentale, mais ces efforts tomberont à plat et sans effet, surtout si vous lui donnez une autre dose de l'affirmation, de la force de l'esprit qui est en vous. De la même manière, vous devriez appeler à l'aide et à la force de votre soi supérieur, lorsque vous vous sentez affecté par l'une des grandes vagues mentales de sentiments ou d'émotions qui balaient l'esprit public et qui ont tendance à bousculer les gens pour qu'ils adoptent certaines idées ou qu'ils suivent certains leaders. Dans ce cas, l'affirmation du « je » en vous dissipera l'influence autour de vous, et vous vous retrouverez dans un centre de paix, entouré de tous côtés par l'océan de tumulte et d'agitation mentale qui balaie ou tourbillonne autour de l'endroit. De la même manière, vous pourrez neutraliser les atmosphères mentales désagréables des lieux, localités, maisons, etc. Et devenir positif et immunisé contre elles. En résumé, nous vous avons donné ici une recette qui peut être utilisée dans tous les CA d'utilisation de l'influence mentale. Cela peut vous paraître simple, mais en l'appliquant un peu, vous la considérerez comme la connaissance pratique la plus importante que vous puissiez posséder.